On est en direct. Ok. Bonjour Marc-Gabriel Draghi. Bonjour Wilson. Alors, Monsieur Draghi, nous sommes aujourd'hui en entretien avec vous. Donc nous sommes les Gilets jaunes constituants du 91 et d'Île-de-France. Donc les amis, si vous nous écoutez, vous êtes la résistance. Nous sommes aujourd'hui, on a le grand plaisir aujourd'hui d'être avec Monsieur Gabriel Draghi, l'auteur de l'excellent livre sorti en 2019 aux éditions K Éditions, Le règne des marchands du temple, le gouvernement des banquiers. Donc on a la chance d'avoir son auteur enfin avec nous en entretien pour un live exceptionnel, puisque aujourd'hui on va essayer de brosser chronologiquement l'histoire de la monnaie, l'histoire de l'argent et l'histoire de l'oligarchie financière, de l'histoire la plus lointaine, on va remonter aux Sumériens, jusqu'à notre époque moderne. Marc-Gabriel Draghi, tout d'abord, je vous laisse vous présenter. Merci Wilson. Donc déjà merci pour l'invitation des Gilets jaunes constituants et des Gilets jaunes du 91. Donc je me présente, donc je m'appelle Marc-Gabriel Draghi. Je suis juriste de profession et juriste de formation. Donc j'ai écrit un livre sur l'histoire du capitalisme, donc de la monnaie, de la dette, qui est paru aux éditions K en février 2019. Donc je vous propose de présenter le livre à travers les grands traits de l'histoire du capitalisme. Et on va peut-être commencer, on va forcément commencer par l'histoire du capitalisme, l'Antiquité. Alors est-ce que tu peux nous présenter le livre pour que nos viewers voient de quoi on parle? Parce que c'est vrai que ce livre, je l'avais présenté très souvent dans nos lives. C'est quand même un livre assez impressionnant, hein. Combien? 1200 pages, hein, c'est cela? Le livre, l'édition finale, elle fait 572 pages. C'est vrai qu'au départ, j'ai écrit un livre qui fait 1200 pages. Voilà, c'était ça. C'est ça. C'est dans le raccourci historique. Je l'ai présenté aux éditeurs, aux différents éditeurs à 800 pages. Et puis avec mon éditeur, on est arrivé avec un livre qui est déjà assez épais quand même. C'est un beau pavé on arrive à 572 pages. Donc il a fallu forcément élaguer un petit peu. K Édition est une édition tunisienne, hein, c'est ça? Ouais, c'est une édition tunisienne. Nos amis tunisiens donc, nous ont laissé cet honneur de pouvoir donc, justement organiser la parution de ton livre, qui je l'espère sera connu du grand public ici en France. Alors, on va commencer tout de suite à rentrer un petit peu dans les détails. Est-ce que d'après toi, quelle est la trace historique la plus lointaine par rapport à la création monétaire, par rapport à l'apparition de l'argent, et qu'en ont fait ces sociétés? Alors, tout d'abord, en fait, la création monétaire en Occident, on peut la dater, enfin, on la date généralement à Philippe II de Macédoine, le père d'Alexandre le Grand, où on a commencé à avoir un objet monétaire, c'est-à-dire un morceau de métal précieux estampillé par une cité, et utiliser cet objet, en tout cas en Occident, comme monnaie. Alors après, avec les découvertes archéologiques, on sait que Sumer, donc les civilisations babyloniennes, ont sûrement développé un objet monétaire avant la civilisation hellénique, avant les Grecs. Mais en Occident, où je privilégie l'exposé de la création monétaire en Occident, donc c'est à Philippe II de Macédoine avec les mines de l'Orion, et c'est là où on a commencé à voir apparaître la monnaie. Après, ce qui est intéressant, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a des notions qui existent avant même l'objet monétaire. Comme beaucoup le savent, c'est la notion de dette. La dette apparaît avant l'objet monétaire. Et donc la dette, on en parle dans les écrits religieux, dans le code Hammurabi justement. Le fameux code Hammurabi, tu peux nous en dire deux mots parce que tu en parles expressément dans ton livre. Est-ce qu'on avait affaire pour la première fois dans l'histoire humaine à une solution par le gouvernement de l'époque, par un roi ou par une oligarchie, d'essayer en tout cas d'enrayer ce système de dette? Alors oui, Hammurabi, selon la légende, c'était un roi sage et il avait compris qu'il fallait mettre un terme, on va dire, à
à un problème récurrent qui faisait que les travailleurs de l'époque, donc les agriculteurs qui cultivaient la terre, au bout d'un moment avaient des dettes trop importantes et ça mettait en péril la cité. Donc ce roi sage qui est resté dans l'histoire parce qu'il a promulgué on va dire des lois générales ou une sorte de constitution, il a décrété qu'il fallait au bout d'un moment abolir les dettes. Et cette abolition de dettes se faisait sous la forme de briser les tablettes ou consigner par écrit les dettes qui avaient été contractées par ces travailleurs. Donc le Code Hammurabi qui est resté dans l'histoire comme un texte juridique important, traitait des dettes, même avant ce qu'on pourrait appeler la monnaie en sens d'objet, dans le sens objet moderne. C'est-à-dire sous Hammurabi, c'est probable qu'il y ait eu déjà un objet monétaire, c'était sous la forme d'un lingot justement, d'un petit lingot d'argent, mais c'est le premier roi connu, c'est-à-dire de manière écrite, oui, qui a compris qu'au bout d'un moment, les dettes, il fallait les annuler pour éviter de mettre en péril l'administration de la cité, au sens politique, pour éviter des révoltes. Et c'est une mise en esclavage, oui, par exemple. Oui, la mise en esclavage, c'est-à-dire qu'une minorité profite de la majorité et essayer de redistribuer au maximum ou en tout cas au mieux les richesses pour que la cité soit encore administrable. Alors moi dans le livre j'ai fait un parallèle parce que comme je l'ai expliqué c'était essentiellement sur l'Occident. Je fais ce parallèle avec Solon, le législateur grec qui lui aussi voit qu'en fait la dette peut conduire à une mise en esclavage entre guillemets citoyens d'une même cité. Donc c'est pour ça que les lois soloniennes vont aussi interdire cette pratique entre personnes d'une même cité. Excellent, parce que pour le coup, en fait, on s'aperçoit que ça remonte à assez longtemps. Là, on est dans la période antique. Oui. C'est-à-dire que dès l'Antiquité, on avait déjà ce problème d'argent-dette, parce que c'est d'argent-dette, d'esclavagisme à la dette, et que finalement, dans les cités où l'esclavagisme existait, comme Athènes ou comme Rome, on mettait en fait en gage, enfin... La servitude pour dette. C'est incroyable quand même ça. Le premier motif de servitude, comme tu le dis, c'était la dette. Alors, je vais rapprocher un peu parce que le son est un... Voilà. Et pas bon. On va essayer. Le premier motif de servitude dans l'Antiquité, contrairement à ce que l'histoire officielle nous raconte, c'était bien sûr qu'il y avait des guerres, qu'il y avait des mouvements violents, il y avait de la mise en esclavage violent, mais le premier motif de servitude, c'était bien la servitude pour dette. Parce que c'est vrai que j'ai parlé de Solon, mais Solon, il voulait absolument éviter ça. Et ça, on parle de l'Antiquité la plus tardive, ou la plus ancienne. D'ailleurs, on en parle dans les écrits bibliques. Les écrits bibliques mentionnent, l'Ancien Testament mentionne de nombreuses fois les dettes, la mise en esclavage. Je parle dans le livre du prophète Élisée, où avec une veuve qui ne peut pas rembourser la dette et il fait un miracle avec l'huile, où de l'huile vient dans des vases pour rembourser la dette de la veuve. La dette est presque consubstantielle à l'humanité et elle est conceptrice des rapports de domination, donc de pouvoir, depuis que l'homme est homme et que un homme exerce son pouvoir. Et souvent, on va le voir à travers le livre, parce qu'on parcourt 3000 ans d'histoire, la dette a servi de motif de légitimation du pouvoir politique, en fait. D'accord. Donc, on voit bien que finalement, la problématique qui est moderne de la dette est en fait très ancienne. Nous-mêmes, au sein des Gilets jaunes, on s'interroge donc sur cette question de la dette publique. Et finalement, toutes les civilisations, comme tu le dis si bien, ont connu ce problème de la dette. Légitime, illégitime, après c'est un autre débat, mais en tout cas, consubstantiel effectivement de l'histoire humaine, et donc forcément lié à la monnaie et l'usage de la monnaie. Alors, et là, je te coupe Wilson. Oui, alors après, justement, on va parler de la création monétaire. La monnaie ou l'argent, ce qu'on appelle vulgairement l'argent, comme dit Tolstoï, c'est particulier parce que ça permet une mise en esclavage sans utiliser la violence physique. Donc elle est bien souvent plus acceptable parce qu'il y a une culpabilité qui s'exerce sur le crédit, sur celui qui contracte le prêt, une culpabilité morale qui n'exige pas une violence physique, donc qui est in fine moins coûteuse. Et c'est pour ça qu'on va voir que la dette, c'est
s'est davantage développée parce qu'elle était moins coûteuse pour la mise en esclavage et la mise en servitude. Donc voilà. Alors, je vais faire un test son, les amis. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que certains entendent très bien et puis d'autres un peu moins bien. Donc, essayez de faire un effort, mettez vos écouteurs. Bon, on va essayer de faire au mieux. Alors, maintenant, on est passé un petit peu dans la période antique. Maintenant, si on arrive à la période on va dire, du Moyen-Âge, par exemple en Europe, et sans prendre le contexte occidental et notamment en France, comment on percevait les questions de dette, de questions aussi de création monétaire, et donc forcément de questions de la monnaie. Par exemple, dans la France monarchique des Capétiens, est-ce qu'on aurait des exemples? Alors on va revenir un petit peu avant, parce qu'en fait l'histoire médiévale a connu, je veux dire, un basculement avec l'arrivée du christianisme et, pour faire simple, du message évangélique. Donc en fait toute la période médiévale, elle a construit un rapport à l'argent et même un rapport à la dette qui est particulier, parce que c'est une société qui s'est construite sur le droit canon, et même s'il y avait du droit germanique et du droit romain, c'est une société qui s'est construite avec la morale chrétienne. Donc la morale chrétienne, le livre s'appelle Le règne des marchands du temple. Je parle aussi de Jésus et de l'épisode de Jésus et des marchands du temple et d'autres épisodes des évangiles. J'en profite, hein. Ah, voilà, pour ceux qui... hop, voilà. C'est là qui viennent d'arriver c'est pour ça. Donc, et d'autres épisodes de Jésus qui sont mentionnés dans les évangiles. Le christianisme va apporter un basculement dans l'Occident et va faire que les sociétés politiques vont avoir un rapport à l'argent complètement différent par rapport aux sociétés antiques grecques et romaines, pour faire simple, même si dans les sociétés grecques et romaines, il y avait un aspect négatif des activités d'argent. Ça n'a jamais été... Il y avait toujours C'était des sociétés qui étaient essentiellement basées sur la richesse terrienne, des grands propriétaires terriens, mais les activités d'argent ont toujours été plus ou moins conçues comme néfastes pour justement l'administration de la cité. Donc le christianisme va reprendre un petit peu l'héritage gréco-romain et va rajouter surtout le message du Christ qui est contre les puissances d'argent, et va apporter donc une société où il va y avoir des activités économiques de fait, sauf que ces activités économiques, elles vont être encadrées par un rapport moral qui est très, très sévère par rapport justement aux gens qui pratiquent l'usure. C'est bien que tu en viennes à l'usure, parce que finalement, est-ce que l'usure est-elle aussi co-substantielle de ce que tu as décrit tout à l'heure, c'est-à-dire de la dette, de la création monétaire, parce que finalement l'usure c'est l'outil par excellence de domination. Oui. Parce que pas de dette sans usure. En tout cas très peu. Pas de dette sans usure, et l'usure en fait elle vient d'une mauvaise conception de la monnaie, selon Aristote. Donc Aristote il avait élaboré une théorie monétaire qui s'appelle, dans cette théorie monétaire il y a la crématistique, c'est-à-dire le mauvais usage de l'objet monétaire, parce que c'est vrai qu'on j'ai pas présenté, mais à la base, qu'est-ce que c'est la monnaie? La monnaie, c'est un instrument de mesure et c'est un intermédiaire, c'est ce qui permet d'échanger des richesses. Et donc quand on a compris ça, on comprend que la monnaie, c'est un outil, ce n'est pas un bien en soi. Ça, c'est la bonne conception monétaire, oui, selon Aristote. Mais il y a la mauvaise conception monétaire, entre guillemets, qui fait que la majorité de nos monnaies en Occident ont été des objets qui avaient une valeur en eux-mêmes, c'est-à-dire une valeur intrinsèque, qui était bien souvent l'or et l'argent. Et il y a certaines personnes qui utilisaient évidemment la monnaie pour échanger des biens, des richesses, mais qui concevaient la monnaie comme un bien en soi. Et c'est ce qu'on appelle la crématistique. Et la crématistique fait que, donc déjà c'est une conception viciée de l'objet monétaire, et l'usure, comme tu le dis, c'est une double conception viciée, puisque ça consiste à prêter de l'argent, c'est-à-dire prêter de l'argent mais le concevoir comme un bien en lui-même, et réclamer, comment dire, une part de cet argent. En fait, ça crée une fiction. La monnaie, c'est une fiction. Et ça, c'est Platon, je crois, qui disait « l'écu n'engendre pas ». C'est-à-dire, normalement, l'argent ne produit pas de l'argent. Une poule, un coq, vous aurez des poussins. Mais deux pièces de monnaie ne font
1 et 1 en monnaie ne fait pas 3. C'est une base de logique qu'on a totalement oubliée, totalement négligée, nous, dans l'histoire, en fait. Là, comment tu l'expliques, on se dit, mais attends, ça paraît tellement évident. C'est pas si évident que ça, parce que là, déjà maintenant, on n'a plus aucun... On ne sait pas... On n'apprend pas à l'école qu'est-ce que c'est l'objet monétaire. Alors que la monnaie, c'est pourtant une norme impérative. C'est obligatoire, personne ne peut déroger. Si vous voulez payer avec des os de poulet ou avec ce que vous voulez pour vous qui a de la valeur, vous ne pouvez pas, parce que c'est une norme que tout le monde a admis, et maintenant on paye avec de l'argent papier, du papier qui n'a de valeur que la croyance qu'on met dans ce morceau de papier, et puis on paye avec de l'argent numérique. Mais avant, l'objet monétaire, les gens s'en servaient pour échanger des richesses, mais il y a toujours eu cette conception un peu viciée, parce que les gens, pour eux, la richesse, ils doivent l'avoir dans la main. Ouais. Donc, bien sûr, les rois, déjà la monnaie, c'est une marque de souveraineté. Quand on ne détient pas sa monnaie au niveau politique, on n'est pas souverain. On ne décide pas de ses lois. On est d'accord. On ne décide pas de ses lois. Donc ça, les souverains de l'époque l'avaient compris. Maintenant, nos souverains ont décidé d'abandonner, nos souverains qui ne sont plus des souverains, ont décidé d'abandonner le pouvoir monétaire, qui est la seule marque de souveraineté, enfin en tout cas l'unique, pas l'unique, mais la marque de souveraineté fondamentale. Mais cette conception monétaire, qu'on ne nous apprend plus à l'école, elle a été déjà viciée et à travers l'histoire, il y a eu des tentatives, plusieurs tentatives d'essayer de déconnecter le bon usage de la monnaie avec le mauvais usage de la monnaie. Après, dans mon livre, j'explique ce qu'ont fait les Templiers, par exemple, à l'époque médiévale. C'est Philippe le Bel, etc. Oui, ouais. En fait, donc, les Templiers, c'est eux qui ont créé entre guillemets, la première banque internationale comme nous on le conçoit, et de manière, on va dire de manière explicite, parce qu'il y avait déjà des réseaux de prêteurs et d'usuriers internationaux. Des prêteurs sur gage, hein, c'est comme ça qu'on appelait... Qui avaient des filiales transnationales, c'est-à-dire déjà à l'époque. Les Lombards, les usuriers juifs, qui étaient presque les seuls à avoir le droit de prêter, puisqu'ils étaient juifs. Bon, après les Lombards étaient chrétiens aussi, mais donc il y avait déjà un maillage international. Mais par contre, les Templiers, ils ont élaboré des outils modernes. Par exemple, la lettre de change. Oui, la lettre de change, c'était un mécanisme qui n'existait pas dans le haut Moyen-Âge, et c'est eux qui l'ont vulgarisé. C'est pas eux qui ont créé la lettre de change. On estime que la lettre de change, elle a été entre guillemets créée à Bagdad. C'est ce qu'on appelait la sulfata par des juifs de Bagdad. Sur le califat abbasside. Lors de la période abbasside. Tout à fait, sous la période abbasside. Donc les Templiers, qui étaient à la base un ordre, qui étaient les pauvres chevaliers du Christ, qui ne sont pas restés pauvres très longtemps, ils ont vulgarisé un outil qui permet de faciliter l'échange, mais qui a aussi permis aussi de contourner l'usure. Parce qu'en fait, il y avait de l'usure déguisée à travers les opérations de change. Donc les Templiers ont commencé à élaborer l'activité de banque moderne, on va dire. C'est eux qui ont commencé à présenter en Occident l'activité de banque transnationale moderne. Donc c'est pour ça que les rois de France, dont Philippe le Bel, mais même Saint-Louis, quand ils ont vu qu'ils avaient un peu du mal à payer sa rançon quand il a été pris en otage lors de la bataille de la Mansoura, les rois de France ont vite compris qu'une banque transnationale pouvait jouer un rôle politique qui pouvait être néfaste dans des royaumes souverains à l'époque. Donc Philippe le Bel, alors l'histoire officielle dit que Philippe le Bel était un mauvais roi, qu'il en voulait à l'argent des Templiers, mais il y a peut-être une partie réelle, parce qu'il y a eu une crise économique sous Philippe le Bel, mais c'est surtout que les Templiers représentaient un pouvoir et commençaient à devenir un pouvoir qui était dérangeant pour les souverains, on va dire, forts, comme l'était Philippe le Bel, qui a organisé un État centralisé, et même pour le pape, qui commençait à voir que l'ordre, qui avait eu beaucoup de privilèges, commençait peut-être à dicter sa loi. Donc c'est pour ça que les souverains, pour
annuler les dettes, à liquider les créanciers. D'accord. Chose qu'on ne pourrait évidemment pas faire aujourd'hui, les amis, sauf évidemment sous la forme d'un tribunal populaire. On en reviendra tout à l'heure. Hein. Oui, maintenant c'est plus compliqué de traîner les créanciers sur des bûchers. Parce qu'on n'a plus de souverains. On n'a plus de souverains, on n'a que des pions et des valets serviles du système oligarchique mondial. Alors, nous sommes toujours dans l'histoire. Est-ce que tu peux faire un petit passage, un court passage, sur un exemple d'oligarchie financière, notamment dans les républiques italiennes? Oui, alors c'est le Quattrocento italien, c'est-à-dire le 15e siècle en Italie. Le 15e siècle en Italie a aussi opéré un basculement sur les mentalités, et sur l'activité financière en général. Donc on connaît le Quattrocento à travers l'art, les grandes peintures, Michel-Ange, Léonard de Vinci. Et il y a un nom de famille qui revient souvent à travers les séries maintenant et à travers le cinéma, la culture populaire, c'est les Médicis. Et les Médicis qui sont des banquiers, on va dire, des banquiers chrétiens, qui ont commencé à créer la première grande banque internationale, même si la première banque en Italie c'est le Monte dei Paschi à Sienne. La fameuse Monte dei Paschi, enfin non, comment ça s'exprime, Monte dei Paschi? Oui, moi j'ai beau m'appeler Draghi, j'ai pas un bel accent italien, mais oui, ça doit être plus Paschi. Et en fait, le 15e siècle, donc c'est là où l'interdiction de l'usure est fortement remise en cause par des découvertes, donc c'est la Renaissance en fait, par des découvertes de nouvelles philosophies, donc les philosophies grecques et des mouvements comme le néoplatonisme, donc, et l'invention de la comptabilité moderne. L'invention de la comptabilité moderne par Luca Pacioli, qui est lui-même élève d'un homme qui s'appelle Alberti. Et donc cette comptabilité moderne, qui s'appelle en fait la comptabilité en partie double, va permettre la création d'une nouvelle fiction qui est courante, actuellement, c'est la comptabilité, c'est-à-dire un actif, un passif. Et c'est une fiction, ça va créer... cette pratique va permettre pour les usuriers, les grandes familles d'usuriers qui étaient les Médicis, qui ne pouvaient prétendre au paradis que s'ils remboursaient une partie des biens mal acquis, donc via l'usure, tout ça, que s'ils remettaient ces biens mal acquis à des pauvres la comptabilité a permis de lister ce qui avait été plus ou moins mal acquis et voir que c'était des biens qui étaient justifiés. Donc en fait il y a tout un mouvement, l'hermétisme aussi, le mouvement néoplatonien, les néoplatoniciens, même la Kabbale juive avec Pic de la Mirandole qui va reprendre des éléments pour faire la Kabbale chrétienne. Ces banquiers vont reprendre tout un mouvement philosophique de pensée, tout ça, et permettre la vulgarisation des pratiques financières. Donc les Médicis vont aussi devenir papes. Il y a deux Médicis qui vont devenir papes. Il y a Léon X qui va créer les indulgences, sous lequel Luther, la réforme protestante, va naître. Et après il y aura Clément VII, où lui ce sera le schisme anglican avec Henri VIII. Donc Léon X, il est assez connu parce que c'est lui qui vendait des indulgences, où j'en parle. C'est ce qui a fait que Luther, quand il est venu à Rome, a dit qu'en fait l'église était devenue les nouveaux marchands du temple et que on pouvait échapper l'âme d'un défunt pouvait échapper du purgatoire par le bruit d'une pièce qui tombe au fond d'un don via les indulgences. On a été emprunt totalement en fait de la domination de l'argent là, avec tout ce que tu nous dis. Le 15e siècle marque vraiment un tournant dans l'histoire. Bon, déjà c'est plus le Moyen-Âge, c'est là où le Moyen-Âge s'arrête, donc c'est la Renaissance. Et on voit que là, les activités financières vont progressivement ne plus être condamnées, même moralement. Les papes vont déjà avoir... Les papes seront les clients des Médicis. Des Médicis vont devenir papes, comme je l'ai dit. Et donc la papauté va quand même se prendre en pleine poire, entre guillemets, les mouvements de réforme en réaction à ces abus. Mais on en parlera peut-être après. Après, il faut dissocier le mouvement luthérien et le mouvement calviniste, qui sont au départ Luther, la critique de Luther peut se comprendre, mais Calvin va justement être l'inverse. Il va vulgariser
l'aspect amélioratif de l'argent et des Oui. activités financières. Oui. Donc c'est juste pour dire que le XVe siècle a été un tournant dans l'histoire de l'Occident, puisqu'il a permis à l'activité de banquier, qui était une activité qui était dénigrée, à être justement, ils vont devenir des princes. Il y a des reines du royaume de France, Marie de Médicis, qui vont être de cette famille de banquiers. Ils vont pénétrer à la fois la noblesse, et ils vont atteindre les familles régnantes. Alors, ce qui est intéressant aussi dans le cas de l'oligarchie florentine, Oui. comme je sais que les Gilets jaunes aiment assez décrire l'oligarchie, c'est que Florence est une république oligarchique, où ce sont ceux qui ont les marchands. Au départ, ce sont des corporations de marchands, des guildes, qui prennent le pouvoir, puis ensuite les banquiers, parce que la banque Médicis va avoir des succursales très très rapidement au tout début, enfin en milieu du 15e siècle, il y a des succursales à Londres, Amsterdam, donc déjà les grandes capitales de la finance, Paris, Lyon, tout ça. Et la République florentine est assez intéressante, parce que on voit actuellement dans notre propre République démocratique Oui. que le mode de fonctionnement est un peu similaire. C'est-à-dire les Médicis, au tout départ, les Médicis avec Côme, Giovanni, ils ne vont pas s'impliquer en politique directement. Ils vont prêter d'abord. D'ailleurs, ils prêtent aux gros mais ne réclament pas. C'est-à-dire, comme c'est pour ça que les gros ne vont pas entre guillemets leur couper la tête, les grands seigneurs ne vont pas leur couper la tête, parce que les Médicis prêtent aux gros, bon, ils prêtent aux autres justement, et les autres eux remboursent, mais ils ont vite les faveurs des grands seigneurs, parce qu'ils prêtent à la papauté, aux grands seigneurs, et ils ne réclament pas, ce qui fait qu'ils vont avancer leurs pions, progressivement avancer leur plan, liquider leurs ennemis. La conjuration des Pazzi est assez connue, pour ceux qui aiment les jeux vidéo aussi, comme Ouais. un célèbre jeu vidéo, et ils avancent leurs pions, et ce sont souvent des valets politiques, c'est-à-dire des gens qui avancent masqués, et derrière eux il y a les Médicis. C'est que sous... On avait donc un exemple d'oligarque et de valet servile, clairement, Tout à fait. pour rendre lisible ça aux Gilets jaunes. Macron aurait presque pu être mandaté sous la République florentine. Ah, c'est magnifique. Mais donc, puis après, il y a Laurent le Magnifique, lui, qui va prendre un rôle un peu plus important, Oui. qui est assez connu. Et puis bon, c'est une période assez intéressante, parce que les Médicis vont être très très favorables, par exemple, aux usuriers juifs, qui, à l'inverse, à l'époque médiévale, étaient très méprisés. Laurent le Magnifique va protéger les usuriers juifs, alors que on aurait pu penser que c'était en exagérant, des rivaux, même si les petits prêteurs juifs s'adressent à un autre public que les clients de Laurent. Mais donc la République florentine est intéressante sur beaucoup d'aspects. Et d'ailleurs, j'écris un livre actuellement sur le Quattrocento. Et c'est des éléments on voit d'ailleurs Machiavel qui arrivera après. Oui. Machiavel, c'est le modèle de tous nos politiques. François Mitterrand. En philosophie politique, ça a été vraiment le premier ouvrage. Enfin, Le Prince, Tout à fait. tout le monde dit que c'est le premier ouvrage de philosophie politique moderne. Sachant qu'il y en avait beaucoup avant, mais on va dire moderne pour l'Occident, en tout cas en modèle pour l'Occident. Et puis nos politiques, comme un politique comme François Mitterrand, qui était loin d'être un politique indépendant vis-à-vis des puissances d'argent, ce sera son modèle. Le Prince et Machiavel, pour lui, il n'y a rien de mieux, rien n'est plus grand. C'est le summum, quoi. C'est le summum. Ouais. D'accord. Alors ça c'est intéressant parce que pour le coup, donc pour retracer un peu et expliquer un peu à nos viewers qui viennent d'arriver, donc on a retracé l'histoire de la monnaie, l'argent et la création monétaire depuis Sumer, en passant par la Grèce antique, en passant par on va dire par les Capétiens en France, et on arrive à la Renaissance avec les Médicis. Là maintenant, si on arrive à peu près au XVIIe, XVIIIe siècle, est-ce que finalement, là, on commence pas, le modèle de création monétaire commence à prendre le pas sur toutes les monarchies, sur tous les systèmes oligarchiques de cette période-là? Est-ce qu'on a des exemples de familles oligarchiques, on va dire financières puissantes? Ouais, alors après, comme on est obligé de suivre un peu la chronologie, là on était sur la Renaissance, il y a une remise en cause des dogmes du catholicisme en fait. Donc la réforme protestante, c'est encore un basculement. C'est la réforme protestante, elle va permettre donc évidemment à des puissances comment dire,
de s'émanciper de la tutelle de la papauté pour créer des propres doctrines qui vont là légitimer les pratiques usuraires. Donc là, je pense à la doctrine calviniste. La doctrine calviniste, elle va faire que les banquiers, on va avoir le droit d'être banquier et avoir le droit de faire de l'argent. Pour résumer, hein, je résume très succinctement. Donc la réforme protestante va, on va dire, contaminer, si je peux parler comme ça, essentiellement l'Allemagne, la Hollande, oui, l'Angleterre. Mais c'est surtout là où tout commence, c'est la Hollande, avec la Banque d'Amsterdam. La Hollande qui est le pays où les protestants, beaucoup de protestants par exemple en France ont été chassés, ou même en Espagne, des pays catholiques ont été chassés, sont remontés et ils ont développé une activité de commerce de l'argent, le florin. Le florin, bon, donc c'est là où la Banque d'Amsterdam va être créée, et c'est en fait la première banque centrale moderne qui va organiser un nouveau rapport à l'argent et une nouvelle émission monétaire. La Banque centrale d'Amsterdam, la Banque d'Amsterdam, elle va servir de modèle plus tard à la Banque d'Angleterre. D'accord, parce que là en fait ce que tu es en train de nous dire, c'est que la Banque d'Amsterdam avait on lui donnait cette légitimité de créer la monnaie. Oui. Contre le pouvoir en place, le pouvoir qui tenait la Hollande de l'époque. Après c'est plus complexe en fait. Amsterdam c'est un petit peu le même principe qu'à Florence en fait. C'est des marchands, des gens qui ont une activité, une activité financière assez importante, qui vont s'assembler via la municipalité d'Amsterdam, qui vont prendre appui sur le politique, comment dire, c'était des États, c'était vraiment comme en France, c'était un peu des États indépendants en fait. Donc ils vont prendre appui sur cette légitimité politique là, pour développer une banque qui va ensuite émettre une monnaie qui va permettre de développer. En fait, déjà, il va y avoir la création du billet de banque. En fait, c'est là, la Banque d'Amsterdam c'est là où le billet de banque va être créé au sens moderne, mais vraiment pour simplifier. Et la Banque d'Amsterdam va servir. Donc en fait, derrière la Banque d'Amsterdam, il y a des huguenots, des protestants, des maranes, des juifs faussement convertis au christianisme qui étaient en Espagne suite à Isabelle la catholique, qui sont remontés en Hollande. Oui, oui. Et en fait, donc il y a toute une pratique qui va se développer. Et la Banque d'Amsterdam, elle va prendre aussi, elle va prendre appui sur des grandes compagnies maritimes. Et ces compagnies maritimes les premiers colonisateurs, ce sont les Hollandais. Avant même l'Angleterre, oui, bien sûr. Le Cap, l'Inde, toutes les colonies, la Compagnie générale des Indes, toutes les compagnies maritimes vont être développées par cette banque-là, donc un apport de richesse. Et l'avantage du florin, c'est que cette monnaie, en fait, le problème à l'époque médiévale, c'est que toutes les monnaies étaient en concurrence. Ouais. Et avec la garantie de la Banque d'Amsterdam, c'est une monnaie qui va avoir c'est un peu complexe, mais qui va avoir plus de crédibilité et de garantie que toutes les autres monnaies. Parce qu'en fait, les monnaies métalliques, elles pouvaient être rognées, c'est-à-dire elles pouvaient perdre de la valeur en fonction de l'usage, en fonction d'où elles venaient, tout ça. Donc la comptabilité était très difficile. C'était compliqué d'avoir confiance en la monnaie. Et en fait, la monnaie qui va être développée par la Banque centrale d'Amsterdam va permettre une meilleure confiance pour développer les affaires financières en fait. Donc là, et ensuite, c'est le pouvoir financier qui a créé cette banque qui va administrer la puissance en Hollande. Qui va admirer la puissance en Hollande et qui va faire plus tard, qui va contaminer l'Angleterre, puisqu'en fait ce sont les banquiers hollandais à la suite déjà de la première révolution anglaise où Charles Ier va être décapité par, on va dire, le parti protestant. Même si Charles Ier était protestant, il y avait une lutte à la mort d'Henri VIII entre les protestants et les catholiques. Bon, j'en parle dans le livre de manière beaucoup plus précise parce que là je suis obligé de simplifier. Mais en fait, les Néerlandais vont réussir à coloniser financièrement. Donc déjà par la mort de Charles Ier, Cromwell et la dictature de Cromwell, qui est un puritain protestant, qui va aussi changer le rapport à l'argent, forcément, puisque le puritanisme,
s'inspire et est issu du calvinisme. Et ensuite, il y a la Glorieuse Révolution. C'est la Glorieuse Révolution qui... Cromwell, c'est 1648. La Glorieuse Révolution, c'est 1699, fin du XVIIe siècle. La Glorieuse Révolution, en fait, c'est une colonisation des princes Guillaume d'Orange qui vient en Angleterre et on met en place un roi étranger néerlandais. Oui. En Angleterre, en fait. Et avec lui, il emmène le système financier des Pays-Bas, des Provinces-Unies, il l'emmène en Angleterre et il crée la Navy sur le même système il transpose le système néerlandais sur le système anglais, en fait. D'accord, donc en fait ce que tu es en train de nous expliquer, si j'ai bien compris, c'est que finalement en Hollande et notamment à Amsterdam, ont commencé les prémices de la domination bancaire sur un État et la création monétaire, et qui a donné l'exemple, j'imagine, à la future Banque d'Angleterre. Tout à fait. La Banque d'Angleterre, elle va plus loin que la Banque d'Amsterdam, mais c'est elle qui finalise ce système-là, en fait. C'est une banque complètement privée qui a des capitaux complètement privés, et l'émission monétaire, elle a le monopole de l'émission monétaire. C'est ça qui est important. Elle a le monopole, et l'émission monétaire est entre les mains de détenteurs de capitaux privés. C'est-à-dire que ce n'est plus la puissance publique comme à l'époque à l'époque du Moyen-Âge, c'était le souverain c'est ce qu'on appelle le droit de seigneuriage. On en reparlera peut-être après si on parle vraiment un petit peu de la loi Pompidou-Rothschild. C'est qu'en fait c'était le privilège de battre la monnaie, le privilège de l'émission monétaire. Et ce privilège, il a forcément un intérêt, puisque vous êtes gagnant à imprimer la monnaie, puisque c'est vous, l'autorité, qui dit vous échangez les richesses avec ça. Donc la Banque d'Angleterre, sur le modèle de la Banque des Pays-Bas, c'est la première banque centrale qui entièrement dans les mains de privés, autorise l'émission monétaire, a le monopole de l'émission monétaire. Et en fait, ce sont des compagnies privées qui vont, à partir de ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, qui vont ensuite... c'est des concepts, on n'a pas parlé du système des réserves fractionnaires, mais par le biais de plusieurs fictions, on va dire, vont multiplier l'émission monétaire avec des phases de croissance économique et de dépression. Et c'est ce qui va permettre de créer la Navy, qui est l'instrument de colonisation et de guerre qui fera que l'Angleterre va dominer le monde jusqu'à la contestation finale que sera Waterloo. Et l'Angleterre est construite comme ça. Et ensuite, pour revenir en France, donc à l'époque de Louis XV, ou John Law, à l'époque de Louis XV, il va y avoir plusieurs expériences sur le modèle anglais. Parce qu'en fait, le protestantisme, financièrement, forcément, on va avoir une capacité par ses réseaux internationaux, qui sont les Pays-Bas, l'Angleterre, le nord de l'Allemagne, enfin le nord-l'est de l'Allemagne, la Suisse, surtout la Suisse qui est frontalier de la France, et des grandes villes commerciales françaises, je pense à Lyon normalement, notamment, et puis des grandes voies, des foires médiévales, les foires de Champagne, tout ça. C'est ce qui va permettre à la France de subir l'influence de la pensée protestante, en fait. Donc on va voir se mettre en place plein d'expériences monétaires sur de la monnaie papier. Je pense au système de John Law, qui est un financier écossais, et donc qui va se terminer par une faillite. Et en fait, la France progressivement va s'habituer à l'idée de dire il faut faire comme la Banque d'Angleterre. Si on veut rivaliser financièrement, il faut faire comme la Banque d'Angleterre. Donc au départ, les rois catholiques, c'est pas dans leur ADN, on va dire, de laisser le pouvoir monétaire, mais progressivement, surtout à partir de Louis XV, même à partir de Louis XIV, en vérité, avec Colbert, à partir de Louis XV, le traité d'Utrecht, pour des raisons géopolitiques, qui fait que l'Angleterre va nous dominer, le traité de Paris, le traité d'Utrecht, on va progressivement glisser sous l'influence de penseurs comme Turgot notamment, glisser progressivement vers un système à l'anglaise, en fait. Et ça va emmener le pouvoir politique, qui est le roi de France, à progressivement abandonner je dirais pas tout de suite le pouvoir monétaire, je dirais la pensée du pouvoir monétaire. Il va l'abandonner à des banquiers protestants, dont le plus connu est Necker, et c'est ce qui va conduire la monarchie française
dans la tombe en fait, parce que la monarchie française va progressivement abandonner et laisser la gestion de son pouvoir monétaire à des banquiers huguenots qui sont par principe. Alors ça c'est, en fait, je commence à comprendre certaines choses et c'est vrai que c'est un très très bon éclairage historique. Ce que tu es en train de dire en fait, c'est que là, on est dans une période pré-révolutionnaire. Oui. Là on arrive jusqu'à Louis XV, Louis XVI, que tu nous siècle. parles de Turgot. Ça veut dire que déjà avant la Révolution française, les puissances, on va dire anglo-saxonnes d'argent, étaient déjà en train d'influencer la monarchie en France pour pouvoir mettre en place le système par excellence financier anglo-saxon mondial sous le modèle de la Banque d'Angleterre. Tout à fait. Donc ça veut dire que tu es en train de me dire que les Louis XV et Louis XVI étaient entourés de conseillers financiers, entre guillemets, qui étaient issus de la finance anglaise. Qui avait des connexions avec la finance anglaise. Parce qu'en fait, le monde, les banquiers en France, l'activité, dans mon livre, je distingue les financiers des banquiers. En fait, l'activité financière en France, il y avait des banquiers catholiques, ce qu'on appelait d'ailleurs les financiers. Et il y avait aussi une banque protestante, en fait. Et cette banque protestante-là va progressivement prendre le pas ou le pouvoir au niveau des responsabilités sur les banquiers catholiques. Donc ils vont entre guillemets réussir à convaincre déjà de prendre la gestion financière du Royaume de France. Donc on va avoir un Royaume de France qui est de plus en plus endetté, qui, bon, pour des motifs systémiques. Il y a l'accumulation des charges royales, Oui. Louis XIV, Versailles, je suis pas sûr que ça a été une bonne opération financière pour le Royaume, les guerres perdues, les mauvais traités, toutes des raisons géopolitiques propres qui vont faire que les rois de France vont progressivement abandonner ce pouvoir monétaire, mais ils ne vont pas laisser la gestion monétaire à des banquiers catholiques, ils vont la donner à des banquiers protestants huguenots qui sont en plus étrangers au Royaume de France, qui est Necker, qui vient de Genève, ou après les grandes familles protestantes, il y a les Pergot, il y a des Delcer, il y a La fameuse famille Pergot. donc Pergot qui va jouer un rôle essentiel dans la Révolution française, à la fois dans l'extrême gauche de la Révolution et à la fois dans les mouvements monarchistes. Enfin, j'en parle beaucoup dans le livre, qui est un peu un point central, mais la finance huguenote, ce qu'on appelle les huguenots, les protestants, va jouer un rôle fondamental, comme tu l'as dit, à la fin du XVIIIe siècle et dans la Révolution française. En fait, la Révolution, c'est la prise en main du pouvoir politique par les puissances d'argent. Et ces puissances d'argent, elles sont, avant la Révolution, essentiellement catholiques, et après la Révolution, elles sont presque à 2/3 protestantes, même essentiellement protestantes. Et après la Révolution, bon, dans le livre, je décris beaucoup la Révolution, où j'explique comment elle arrive, parce qu'en fait c'est un État qui est endetté. Necker, il camoufle les comptes, et en fait la Révolution, elle va permettre quoi? Je parle rapidement de la caisse d'escompte, qui est un embryon de la future Banque de France. Et en fait la Révolution française va permettre quoi? Va permettre la Banque de France, la création de la Banque de France sous Bonaparte. Alors, très intéressant, parce que là on arrive à des tournants finalement, cette influence, comme tu dis, de mouvements protestants, kabbalistes, on peut le dire, en sous-main, et derrière ça on fait toute une idéologie de la puissance d'argent sur le politique. En gros, la finance prend le dessus finalement sur le politique, et que finalement les rois n'étaient plutôt, si on prend Louis XV ou Louis XVI, n'étaient plutôt que de simples représentants qui avaient pratiquement plus de pouvoir en France. Là, ils ont vraiment pouvoir financier. abandonné, vraiment commencé à abandonner le pouvoir financier à des étrangers, en fait, concrètement. D'accord. Et donc là, ce qui veut dire que là, on arrive évidemment à la toute-puissance de la City. Est-ce que tu peux nous dire un mot pour nos viewers de la création de la City? Parce que tout le monde parle de la City. Qu'est-ce que la City? Mais la City, on peut entre guillemets la dater de la Banque d'Angleterre. C'est des banquiers privés déjà qui. La City, c'est un État dans l'État. Ils achètent un quartier à Londres qui s'appelle la City, et c'est un État qui est quasiment indépendant. On parlait de la Banque centrale d'Angleterre qui avait une gestion indépendante. La City, ça fonctionne avec la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre qui est 100% privée. On y reviendra, mais c'est un cas. Bon, c'est le modèle, c'est un cas à part aussi, parce que nous, par exemple, même la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale qu'on verra plus tard, ou la Banque de France, on parlera des 200 familles qui étaient les détenteurs les plus grands détenteurs de capitaux de la Banque de France. C'était une gestion privée, mais il y a toujours eu quand même un
un poids public ou un poids du politique, on va dire. Et la City, elle est créée par ces banquiers privés qui sont essentiellement, qui viennent du protestantisme, qui viennent des Pays-Bas, et aussi de la richesse des financiers d'Angleterre. Et cette City, elle explose en fait au moment où les Pays-Bas, qui était le premier empire colonial, tout bascule, tout est repris entre guillemets par l'Angleterre. Oui. Donc ça se voit c'est assez symbolique avec par exemple le Cap, l'Afrique du Sud. Il y a beaucoup de colonies qui étaient néerlandaises qui deviennent anglaises en fait. Il y a un peu un mélange en fait qui s'opère à l'époque du XVIIIe siècle. Et la City, elle prend, donc c'est le pouvoir des financiers privés. La City au tout départ c'est une puissance protestante. Il n'y a pas de. C'est qu'après qu'on va voir par exemple des prêteurs juifs arriver en Angleterre qui vont être tolérés entre guillemets. Même si peut-être avant ils étaient derrière, la City au XVIIIe siècle c'est protestant. C'est uniquement protestant. Donc là on a bien vu la démonstration de la toute-puissance de la City sur les différentes monarchies européennes, les différents gouvernements européens, les révolutions qui arrivent comme par hasard à cette période-là. Donc très intéressant de faire le lien entre puissance financière et révolution, et la révolution de 1789, qui est un sujet à part entière évidemment, on ne pourrait pas traiter ici même. Là on arrive à un tournant intéressant, on arrive au XVIIIe siècle, voire au 19e, on est à cheval, on va faire un petit raccourci. Création de grandes dynasties bancaires. Oui, création de après, il y a la création de la Banque de France, et en Angleterre, on voit une dynastie bancaire très très connue arriver. C'est par le biais de Nathan Rothschild, mais avant ça, c'est la famille Rothschild, elle apparaît à Francfort, donc siège actuel de la Banque Centrale Européenne. Donc, un petit symbole dans le ghetto juif de Francfort, il y a une famille de prêteurs, d'usuriers juifs qui, par le biais de plusieurs frères, constituent une banque importante qui est la Banque Rothschild, dont le créateur, enfin le fondateur est Mayer Amschel, qui prendra plus tard le nom Rothschild, et qui commence qui dit à ses enfants d'aller à Naples, à Paris, donc il y en a un qui reste à Francfort et surtout un qui va en Angleterre. Donc c'est le fameux Nathan. Le fameux Nathan Rothschild, donc c'est une histoire connue, c'est les livres d'Édouard de Machy. Et en fait, donc Nathan arrive à une période où la City, comme tu l'as dit, en fait, c'est le combat entre la France et l'Angleterre qui est intéressant, parce qu'en fait, la France aurait dû tout de suite tomber. Il aurait dû avoir ce qui s'est passé un petit peu en Angleterre, c'est-à-dire chute de la monarchie, une dictature comme Bonaparte a fait un peu. On aurait pu assimiler Bonaparte à Cromwell, une royauté catholique qui est complètement décapitée, mais la France est restée catholique. Donc il y a une oligarchie protestante qui se met en place en France, qui crée la banque de... Quand je dis protestante, il y a des catholiques, mais elle est essentiellement protestante. Je parle de Pergaud, je parle de Martin Garrat, je parle de tous ces gens-là, les vrais initiateurs de la banque de France. Les grands initiateurs étaient protestants, notamment Jean-Frédéric Pergaud. Et cette banque centrale-là va permettre l'essor. Quand Napoléon perd à Waterloo, ça permet la surpuissance de l'Angleterre sur le continent européen, qui jusque-là était quand même contesté par le Royaume de France. Le Royaume de France qui empêchait les souhaits hégémoniques de l'Angleterre. Maintenant l'Angleterre est hégémonique sur le monde, pour faire simple. Donc c'est là où on va commencer à voir une famille de financiers très connus, les Rothschild. Nathan se rend déjà en Angleterre au tout début du 19e siècle. Et Nathan, par un mécanisme que j'explique dans le livre et qui est connu, qui a fait la légende des Rothschild, via Waterloo, après il ne prend pas contrôle, mais il a une part prépondérante dans la Banque d'Angleterre et ensuite en tant que détenteur de capitaux il a une part prépondérante dans la City, et ensuite forcément comme il contrôle la City, il vient prendre le contrôle, il vient pas prendre le contrôle, mais il a une part importante dans les activités de la Banque d'Angleterre. D'accord, mais le lien avec la France, est-ce qu'à ce moment-là, avec la bataille de Waterloo, etc., sa toute-puissance à la City,
Est-ce qu'en France, la famille Rothschild a joué un rôle, par exemple, conseiller financier, de très proche du pouvoir, notamment sous Napoléon? Est-ce qu'à partir de là, on peut y trouver des traces? Moi, alors il y en a qui disent oui, moi non, la famille Rothschild, elle a. Alors, ce que tu dis avec les mots, c'est là où c'est pas évident. Elle a eu une influence, à mon avis, sur la Révolution, parce qu'il y a les frères, j'en parle dans le livre, il y a les frères Frey, qui sont des agents, et qui, on le sait maintenant, il y a des travaux qui l'expliquent, je crois qu'il y a même Youssef Indy qui l'a dit, qu'ils ont un lien de parenté avec Jacob Frank, qui avait lui-même un lien avec la famille Rothschild. Mais par contre, l'activité financière des Rothschild en France, je parle en France, hein, c'est 1812. Karl, donc c'est avant la chute de Napoléon, c'est 3 ans avant la chute de Napoléon. Après, directement, on n'a pas trace d'une activité financière des Rothschild. Sauf que, évidemment, Napoléon, il a conquis une grande partie de l'Europe de l'Ouest, dont Francfort. Enfin, Napoléon, il était dans toute l'Europe de l'Ouest. On imagine bien que les Rothschild avaient une influence, comme tu dis, sur des agents, c'est-à-dire soit des agents politiques, soit des agents financiers, qui ont influencé soit certains ministres, soit il y a aussi le cas du banquier Ouvrard qui prêtera à Napoléon son Waterloo. On sait qu'il y avait des banquiers qui étaient des agents d'autres banquiers, c'est toujours des prête-noms pour alors on n'a pas de traces certaines, par contre on sait qu'il y a une influence un peu, comment dire, supposée et un peu obscure. C'est évident que les Rothschild, donc déjà sur Waterloo, si, ils ont parié à la fois sur Napoléon et ils ont parié à la fois sur l'Angleterre. Très bon exemple. Là, en fait, tu es en train de citer la bataille de Waterloo comme étant un exemple de spéculation. Ah oui, c'est clairement l'exemple de spéculation. C'est peut-être le meilleur exemple de spéculation sur même l'activité des banquiers, parce qu'on voit que à tous les coups, les Rothschild y gagnaient. Que ce soit Napoléon qui gagne, ou ils auraient moins gagné si c'était Napoléon, comme j'explique, parce que Napoléon, c'était, même si au départ il est mis en place par les banquiers privés, c'est une espèce de rébellion du pouvoir militaire et du pouvoir politique sur la finance. À partir de Napoléon, il est mis en place par des banquiers privés, où en gros, ils ont sûrement pensé que comme c'était un Corse un peu apatride, au départ il n'aimait pas vraiment la France, Napoléon. Sauf qu'au bout d'un moment, il s'est dit, la France c'est moi, donc ils lui ont donné un compte à la Banque de France, donc en fait il a lié son destin. À la France. Donc en fait, Napoléon, c'est devenu la France. Donc il a progressivement, c'est surtout à partir de 1806, je l'explique dans le livre, il a progressivement repris le contrôle politique, parce qu'il demandait que Napoléon il faisait la guerre parce qu'il était obligé de la faire. C'est ce que des fois on a du mal à comprendre. Napoléon, il était obligé de faire la guerre parce qu'il était attaqué justement par l'Angleterre, soit l'Angleterre qui finançait la Russie, soit ils aidaient le tsar, soit les États allemands ou l'Autriche, parce que comme il y avait une révolution et que l'Angleterre avait une apparence de monarchie, on liguait tout le monde contre Napoléon. Napoléon, il était obligé sans cesse de faire la guerre, sinon il mourait, tout simplement. D'ailleurs, ce qui arrive à la fin. Donc, qui dit faire la guerre, dit dette, dit emprunter de l'argent. Donc Napoléon, il est allé plusieurs fois auprès des gens qui avaient créé la Banque de France avec sa permission, mais surtout on lui avait dit on crée la Banque de France. Il leur a demandé des prêts. Il a vu qu'en fait ils étaient plus ou moins réticents à accorder ces prêts-là, soit parce que les prêts étaient trop élevés, et il voyait que des fois c'était plus eux qui se servaient de la Banque de France plutôt que eux qui servaient la France. Donc il l'a vu ça. Et progressivement, c'est le cas de la Louisiane, j'en parle dans le livre. En fait, Napoléon il vend la Louisiane, certains ont dit vendre la Louisiane, c'est-à-dire l'Amérique. L'Amérique française, c'était une erreur, mais c'est parce qu'en fait Napoléon il avait un fort besoin de liquidité, et j'explique qu'il se met d'accord avec Jefferson qui menait une bataille aussi contre l'oligarchie financière anglaise, et il avait un besoin de liquidité, notamment d'or, pour financer ses campagnes. Donc il a vendu la Louisiane pour avoir de l'or et justement relancer une campagne militaire qui coûtait de l'argent, et les banquiers qui n'étaient pas forcément favorables à son action à la fin, en tout cas. Enfin, je dirais à mi-mandat, même si c'était pas un mandat, mais vers 1805-1806, il a commencé à voir que c'est sa fameuse citation où il dit la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Il a compris que le pouvoir bancaire, quand on est dépendant du pouvoir bancaire, ce n'est plus nous. Ce n'est plus le politique qui décide. Justement, faisons un petit voyage géographique donc dans la circonstance et le contexte du 19e siècle. Allons maintenant outre-Atlantique, les États-Unis d'Amérique, avec les pères fondateurs.
J'ai cru comprendre dans ton livre que certains présidents des États-Unis, dans les premiers, tu parlais de Jefferson, y a-t-il eu un combat de survie entre les pères fondateurs américains et l'oligarchie bancaire? C'est ça qui est assez intéressant et que le livre essaye de toujours un peu nuancer, c'est que aux États-Unis, qui est un pays protestant, dont la culture est protestante, on a vu dès le départ la création des États-Unis, comme tu dis Wilson, c'est en fait une rébellion contre l'oligarchie financière anglaise. Le Tea Party, c'est le refus de l'imposition, pour faire simple, de l'Angleterre sur les colonies britanniques. Donc en fait, l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, c'est au départ une colonie qui veut s'émanciper de la tutelle financière de la Banque d'Angleterre via le roi. Il y a le roi on dit que c'est le roi qui impose les taxes, mais en fait c'était la Banque d'Angleterre. Donc c'est intéressant parce qu'en fait c'est les États-Unis qui sont un pays d'essence protestante, mais qui ont un rapport au travail très intéressant, parce que quand on voit les débats entre les partisans de la banque et les partisans de la Constitution ou de la liberté, pour faire simple, on voit qu'il y a une rivalité qui se met en place et qui peut servir de modèle dans une lutte entre banque et peuple, pour faire simple. On voit qu'il y a des agents politiques de la banque, je citerai Hamilton, comme j'en parle dans le livre, et des agents politiques du peuple, même si tout est à nuancer, on est d'accord, Jefferson notamment. Et les États-Unis d'Amérique, tout le 19e siècle, on en parlait, tout le 19e siècle, c'est une lutte entre la banque et le peuple. La Constitution, Jefferson dit, il ne faut pas insérer le serpent, il parle de la banque, dans la Constitution, il faut essayer de régler le problème. Donc après, j'explique dans le livre qu'ils n'arrivent pas à régler le problème, qu'au niveau constitutionnel, ça intéressera sûrement les gilets jaunes constituants, la notion d'émission monétaire, de souveraineté monétaire, c'est quelque chose qui est fondamental dans une structuration politique. Et aux États-Unis, le combat contre la banque qui viendra à son apogée avec Jackson, le président Jackson en 1932, qui a un programme politique pour sa réélection qui s'appelle le non à la banque, no bank. C'est intéressant de voir qu'en fait les États-Unis se sont construits sur un rapport entre, en exagérant, le travail contre le capital oisif. Justement, on en arrive à quelque chose d'intéressant dans l'histoire des États-Unis qui aura une influence sur le monde entier. On en arrive à... Je vais faire un raccourci historique parce qu'on est obligé. J'en arrive à 1913. J'en arrive à la création de la Fed. On en arrive justement à l'écrasement justement des forces patriotiques américaines qui se font écraser par les forces oligarchiques bancaires et l'émergence de la famille Rockefeller. Est-ce que tu peux nous expliquer ce contexte très particulier? Alors c'est exactement ça. Dans le livre, j'en parle de manière beaucoup plus précise. En fait, la Réserve fédérale, c'est comme tu l'as dit, l'écrasement, c'est la défaite du camp patriotique américain sur la banque. Il y a plusieurs tentatives, donc comme je l'explique dans le livre, il y a la création de la première banque des États-Unis, la seconde banque des États-Unis, la banque de l'Amérique du Nord. Toutes ces expériences-là, c'est une expérience monétaire privée sur le modèle de la Banque d'Angleterre qu'on essaye d'imposer aux Américains. Sauf que ces expériences-là, elles sont limitées dans le temps. C'est-à-dire, de nombreuses, je simplifie vraiment, hein, mais on concède pendant une durée déterminée l'émission monétaire à une banque centrale privée. Et il y a beaucoup d'hommes politiques qui s'aperçoivent que, oui, à chaque fois qu'il y a une banque centrale privée, le niveau d'endettement augmente, même pire. Il y a une guerre civile qui éclate, c'est le cas de la guerre civile américaine dans les années 1860 avec Abraham Lincoln. Et Abraham Lincoln, en fait, il s'aperçoit que, entre guillemets, la guerre civile américaine, elle a peut-être été décidée dans les bureaux de la Banque centrale d'Angleterre. Ah oui, carrément. Que le Sud aurait été aidé pour imposer en fait une banque centrale privée aux États-Unis, qui sont réticents, comme tu le dis, tout au long du 19e siècle. Alors la Réserve fédérale américaine, c'est quoi? La création de la Réserve fédérale américaine en 1913, c'est, comme on dit toujours, pour prévenir les crises, les dépressions, parce que c'est ce motif-là. Alors, parce qu'en fait, la Réserve fédérale américaine, pour faire simple, elle vient après une petite crise. Enfin, une petite crise. Bon, déjà, il y a une grave crise à la fin du 19e siècle, avec l'abandon du bimétallisme que je traite dans le livre, qui est intéressant, c'est-à-dire entre l'abandon de l'argent au profit de l'or, et on adopte un standard or unique, et progressivement, ce standard or unique, il entraîne une manipulation monétaire par les puissances privées, et le standard or unique, il est imposé par la Banque d'Angleterre.
nous aussi en France, j'en parle pas dans le livre, j'ai pas eu le temps, enfin je pouvais pas tout mettre, mais en France on a eu un débat de est-ce qu'on garde le bimétallisme, ça dit l'or et l'argent, ou est-ce qu'on on fait comme la Banque d'Angleterre, adopter un standard or unique. Donc ça a fait en gros une grave crise, c'est à la fin du 19e siècle, et conséquemment à ça, aux États-Unis, il y a eu une crise, c'est la crise de 1907. On dit que c'est JP Morgan, tout ça qui a fait une crise pour imposer la réserve fédérale américaine. Cette réserve fédérale américaine, c'est un consortium de banques privées qui est créé donc à peu près sur le même, comme je disais tout à l'heure, à peu près sur le même modèle que la Banque d'Angleterre, sauf que en apparence, le pouvoir politique américain, le président américain, comme c'est le cas encore maintenant, comme Trump là, il doit nommer des vice-présidents de la Réserve fédérale et présidents de la Réserve fédérale. En théorie, le président, il a le pouvoir de nomination du board. Mais le fonctionnement de la Banque centrale américaine est purement privé. Il appartient à des grandes banques, Goldman Sachs, JP Morgan. Mais ça veut dire que là, tu es en train de nous dire que le président de l'époque était Woodrow Wilson. Il a trahi, ou les gens pensaient qu'il s'est fait trahir. Non, c'est lui qui a trahi en fait qui a trahi le peuple américain avec la création, qui a laissé faire la création de de la Fed via des agents, parce que là j'avais cru comprendre dans le livre qu'il y avait Baruch, alors je sais plus Bernard Baruch. Ouais. Donc c'est exactement ça. On peut parler de trahison parce qu'en fait Wilson il est lancé au niveau politique par William Jennings Bryan qui fait un fameux discours, c'est sur la Croix d'Or, j'en parle dans le livre, qui est un démocrate et qui dit qu'il y a un débat en fait aux États-Unis justement encore sur la banque, et il est mis en place. Les démocrates pensent qu'il ne va pas succomber aux capitalistes. Et en fait, Wilson, qui est un grand universitaire, il est, comme tu l'as dit, conseillé par Bernard Baruch, qui, au final, dans des contextes pré-guerre mondiale, il y a dans des contextes un peu particuliers, pré-guerre mondiale. On est en 1913. Hein, on est en 1913, voilà. Les États-Unis rentreront dans la guerre tardivement, mais on est dans des contextes où il y a plusieurs puissances qui sont. La Banque d'Angleterre est pas loin. On met la pression à Woodrow Wilson, qui d'ailleurs se regrettera plus tard le système de la Réserve fédérale. Il le dit à la fin de sa vie, oui, tout à fait. Donc, alors, surtout, est-ce que tu peux nous indiquer quel est le nom, qui sont ces banquiers qui ont pris le pouvoir sur l'île de Jerky, parce que c'est un contexte bien particulier, en 1913 avec la création de la Fed? Le plus connu de la création de la Fed, c'est le livre de... Parce que dans mon livre, comme mon livre est une compilation et une synthèse de beaucoup d'ouvrages, c'est le livre de le complot de la Réserve fédérale de Stachmelin, qui explique très bien qu'en fait c'est Warburg qui a été un agent des grandes puissances financières, donc de la City. Et parce que ce qui est particulier au début du XXe siècle aux États-Unis, c'est qu'en fait on retrouve toujours un peu le même profil de banquiers. C'est des banquiers qui sont juifs allemands. C'est Wall Street, parce qu'on n'a pas parlé de Wall Street et sa naissance, mais peut-être que tu pourras faire un petit aparté là-dessus. Il y a la naissance de Wall Street évidemment dans le livre. C'est dans le contexte qu'on parlait tout à l'heure sur les colonies britanniques et néerlandaises, où avant New York c'était la Nouvelle-Amsterdam. Wall Street, c'est sur ce même phénomène-là. Mais là, la création de la Réserve fédérale, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les mêmes profils de banquiers, donc des juifs allemands, donc les Warburg, qui avaient une banque en Allemagne, le Paul Warburg qui va aux États-Unis, qui se fait naturaliser par des mariages un peu, faut utiliser le terme, consanguins entre gens des financiers en fait, Kuhn Loeb, Lach Fanny Schiff, tout Jacob ça. Schiff. Et donc c'est lui qui a l'initiative, on va dire, avec la loi Aldrich. C'est des banquiers qui se réunissent, des grands banquiers qui se réunissent pour trouver une solution sur le système monétaire des États-Unis, et ils élaborent une loi qui, entre guillemets, va permettre aux banquiers privés de prendre le contrôle des États-Unis. Pour faire simple. Donc, à partir de 1913, si j'ai bien compris, les États-Unis se transforment plutôt en un État profond, le Deep State, contrôlé par ces puissances d'argent, c'est à peu près comme ça que moi je le vois, et qui maintenant va faire la pluie et le beau temps du monde, et du monde financier. Après, justement la Première Guerre mondiale va le permettre. Après, moi je pense qu'il ne faut pas faire de césure, parce que le pouvoir financier aux États-Unis, il a toujours été très important dès la création des États-Unis. En fait, l'Angleterre, la Banque centrale d'Angleterre, la City pour faire simple, elle a toujours eu des agents aux États-Unis. Hamilton, on parlait d'Hamilton,
il y a toujours eu des agents d'influence de la Banque d'Angleterre aux États-Unis parce qu'ils ont très vite compris que les États-Unis étaient un pays très productif, qui avait de l'argent à rançonner, pour vraiment synthétiser. Donc, leur but, ça a toujours été d'imposer un organisme qui vampirise en fait la richesse des États-Unis. Alors, comme tu le dis, 1913, ça marque une date importante parce qu'en fait c'est là où tout est figé, c'est-à-dire le système. Oui. Encore maintenant, aucun président des États-Unis n'a réussi à même si Trump des fois il fait de la communication sur la réserve fédérale qui ne rend pas service au gouvernement des États-Unis, ça. Il y a Kennedy, on en parlera peut-être après, qui a tenté peut-être de mettre un terme en tout cas au monopole de la réserve fédérale, mais le pouvoir financier, en tout cas avec la réserve fédérale américaine, va avoir de toute façon c'est connu, hein, va avoir un outil très très important parce que les États-Unis c'est un pays avec une natalité très importante et c'est un pays continent, donc ils vont pouvoir avoir des instruments beaucoup plus efficaces en termes de richesse et même en termes de domination du monde. Mais ça va temporiser parce qu'en fait face à ça il y a aussi aux États-Unis, il y a une forte philosophie de l'isolationnisme. Oui, donc en même temps que la création de la Fed, il y a eu un changement de mentalité qui s'est opéré dans les élites américaines, qui est justement Woodrow Wilson avec la rentrée en guerre des États-Unis à la fin du conflit de la Première Guerre mondiale, qui vont d'ailleurs imposer les suites avec les accords Justement. C'est intéressant d'arriver à cette période-là, si tu me le permets, parce qu'on est obligé de synthétiser un peu. En fait, là, on arrive à la Première Guerre mondiale. Et nous, ce qui nous intéresse surtout pour comprendre la situation actuelle, c'est la Première, Deuxième Guerre mondiale. Qui a financé ces deux guerres? Qui sont les financiers derrière ces deux guerres mondiales? Les gens, c'est vrai que posent très souvent la question, parce que certains ont lu les livres d'Anthony Sutton, par exemple, notamment la révolution bolchevique. Là, on est avant l'ascension d'Hitler, donc là, on est sur les bolcheviks. Le financement des deux camps, on a l'impression de retrouver toujours les mêmes noms. Oui, est-ce que c'est avéré de retrouver la famille Warburg encore une fois sur les deux camps? Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot là-dessus? Les Warburg, ils seront même des deux côtés des accords de paix du traité de Versailles. C'est-à-dire il y aura un Warburg du côté allemand et un Warburg du côté américain. Ah oui, carrément. Ah oui, d'accord. Il y en a un qui ils seront conseillés, tout ça c'est assez intéressant. D'ailleurs ça avait posé problème à l'époque parce que les Warburg, il y en a qui disaient Paul Warburg, son frère a travaillé pour la Banque centrale allemande. Donc la Reichsbank, et lui, l'autre, il travaillait pour la Réserve fédérale. Donc il y avait eu déjà des débats. Mais après, sur les livres de Sutton, il renseigne sur les banquiers qui ont, entre guillemets, organisé les Premières Guerres mondiales, et la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui avaient comme intérêt, on en parlera peut-être après, de libérer une certaine terre. On en reviendra après, ouais. Parce que la Première Guerre mondiale, au niveau des avantages et des bénéfices géopolitiques, il y a la France, qu'est-ce qu'elle a gagné? Si, elle a récupéré l'Alsace et la Moselle, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu faire un référendum? Il y a eu très peu d'avantages politiques, il y a eu des millions de morts, toute une jeunesse éradiquée en Europe par le premier conflit mondial. Par contre, il y en a qui ont gagné au niveau géopolitique. Donc c'est la banque, on va en parler, c'est la banque anglo-américaine qui est derrière tous les conflits, et derrière la banque anglo-américaine, la City et Wall Street. La City et Wall Street. Après, on pourrait même résumer. Alors Ezra Pound, que je cite beaucoup dans le livre, lui il avait tendance à dire la City est devenue une succursale de Wall Street. Moi je pense que c'est l'inverse, la City a toujours été le nœud de tout, et Wall Street est une succursale. Alors tu n'es pas le seul à le penser, beaucoup d'économistes à qui on a pu parler il y a un passé encore récent, ils sont tous unanimes pour dire que la City c'est le cerveau et Wall Street c'est l'exécutant. C'est exactement ça. Après, bien sûr qu'il y a eu... Après, ils se sont concentrés, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, ils se sont concentrés sur Wall Street parce qu'il y avait le complexe militaro-industriel américain qui était bien plus important que l'Angleterre. Et l'Angleterre, en même temps, était en train de perdre ses colonies, de manière déguisée, parce que le Commonwealth existe toujours. Et comme j'en parle dans le livre, ils ont recréé un nouvel empire offshore, c'est-à-dire de la finance de Londres. Mais la City, ça a toujours été le nœud du problème. Et quand on parle de la City, on a parlé brièvement des Rothschild, c'est la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, ça a eu un intérêt pour qui? Pour le projet sioniste qui arrive
à la même période que La déclaration Balfour, la notamment. déclaration Balfour 1917 et qui arrive à la même période que le développement du capitalisme financier. On a parlé de la fin du 19e siècle. Le sionisme, dans ce qui est révélé, l'histoire officielle du sionisme, elle commence fin du 19e. Même si dans le livre j'explique qu'il y a déjà un rabbin, quand il y a eu l'essor tu parlais des dynasties de la famille Rothschild, oui. Il y a un rabbin, le rabbin Kalischa, c'est sur le site de l'Institut du Temple de Jérusalem. C'est le site de l'association qui souhaite reconstruire le 3e temple de Jérusalem. Ils expliquent que le rabbin Kalischer a été voir les Rothschild et on leur a dit il faudrait, comme vous êtes un prince qui avait l'oreille de tous les souverains, il faudrait que vous pensiez à racheter les terres de Jérusalem ou les terres autour. Vous êtes un grand capitaliste, rachetez les terres au sultan. Et quand on voit 70 ans après, la Première Guerre mondiale, elle fait quoi? Elle libère la Palestine. Alors eux, ils diront du joug ottoman, c'est-à-dire il y a la destruction du califat qui arrive au début des années 20. 1924, oui. 1924. Et ensuite, la Deuxième Guerre mondiale, post-Deuxième Guerre mondiale, c'est la création de l'État d'Israël. Donc on voit qu'il y a une... Parce que c'est quand même le sujet du livre, même en arrière-fond, on a parlé surtout de l'aspect financier, mais le sujet du livre, on voit que le sionisme s'est développé parallèlement au capitalisme. D'accord. Donc en fait, tu es en train de nous dire que même un projet, on va dire politico-religieux, sa base fondamentale, c'est la banque, c'est la finance, c'est la monnaie. Alors, on est encore sur une question d'argent en fait. Alors c'est même assez impressionnant quand on s'intéresse au sionisme de manière carrée, entre guillemets, on s'aperçoit qu'en fait, il y a une création d'une banque avant même un État, avant même une terre. C'est ce qu'on appelle la Jewish Colonial Trust, excusez-moi pour l'accent anglais, qui deviendra ensuite la banque anglo-palestinienne sous le mandat britannique et qui sera transformée ensuite par la banque Leumi qui existe encore maintenant. Et après, certaines missions seront reprises par la Banque centrale d'Israël maintenant. Mais en plus d'une banque centrale privée, le sionisme, c'est un État qui a été construit par des firmes privées. Il y a eu le KKL, c'est-à-dire le KKL, je ne vais pas le dire en hébreu, mais c'est une organisation qui achetait les terres ou après les conquêtes qui prenaient possession des terres et qui les redistribuait. Donc le sionisme, Israël, c'est un État actuellement, c'est un État qui s'est construit par le privé, alors que généralement on pense plutôt que c'est des sociétés politiques. Oui, bien sûr, que c'est le politique. Non, là en fait c'est le financier encore une fois qui a pris la place sur qui a pris la place sur le politique et qui a construit de toutes pièces cet État. Et comme d'autres, il y a d'autres États dans le monde qui pourraient être un exemple. Tu citais aussi Florence, Venise, etc. C'est intéressant, finalement, l'histoire se répète. Et là, on est dans une période intéressante. On est avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il y a une période, nous, qui nous intéresse en tant que gilets jaunes pour comprendre la situation financière de la France. Tu sais, là, on est dans l'entre-deux-guerres, d'accord? L'entre-deux-guerres en France. Il y a une institution, la Banque de France. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur la situation de la Banque de France entre l'entre-deux-guerres? Parce que j'entends parler des 200 familles, j'entends parler de synarchie. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Mais la Banque de France, comme j'ai vraiment brièvement expliqué, le fonctionnement il était privé, comme la Banque d'Angleterre, sauf qu'il y avait le président ou le chef de l'État qui, comme un peu aux États-Unis avec la réserve fédérale, avait nommé le gouverneur. Et d'ailleurs, c'est Napoléon qui avait renforcé les mécanismes de nomination du gouverneur. J'en parle dans le livre. Il y avait une façade où on pensait que le politique avait son mot à dire sur la politique monétaire. Mais la Banque de France, c'était une banque centrale détenue par des privés, complètement. Après, on n'a pas parlé du système de réserve fractionnaire, mais elle était complètement privée. Sauf que on est entre les deux guerres. Il y a eu des mouvements pacifistes oui, et d'anciens combattants qui voyaient qu'on allait rejouer le coup de la Première Guerre mondiale. Donc c'est ce qu'on appelle communément les ligues fascistes. Il y a eu une pression populaire assez importante dans les années 30, en même temps que la montée du fascisme italien dans les années 20, de l'hitlérisme dans les années 30, sauf qu'en France, c'était même aussi un peu dans les autres pays, mais en France, c'était des antimilitaristes, il faut le dire, pacifistes bien souvent, qui ont commencé à dénoncer l'oligarchie financière justement des 200 familles. Et en gros que la Banque de France n'était pas aux mains du politique et que la République, on disait que la République elle était dans la main des financiers, c'était une République apatride, c'est tout le discours de l'Action française, des croix de feu, tout ça. Et ils se sont mis à dénoncer le pouvoir de l'argent
et notamment des 200 familles, donc des grands industriels, Schneider. Est-ce qu'on a des noms de ces 200 familles? Qui étaient ces 200 familles? Bah, de toute façon, dans les 200 familles, il y a des noms connus, il y a les Schneider, les Rothschild, des gens... D'accord, donc les Rothschild détenaient des capitaux de la Banque de France, étaient actionnaires de la Banque de France, c'est ça que tu es en train de nous dire. Et puis les Rothschild, ils avaient même, c'était des actionnaires, peut-être même un des actionnaires les plus importants de la Banque de France. D'accord. Alors donc on comprend mieux parce que beaucoup de gens aujourd'hui ne comprennent pas l'histoire de la Banque de France et même son statut. Là, on arrive à la Deuxième Guerre mondiale, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Bon, j'invite évidemment nos viewers à aller lire les excellents bouquins d'Anthony Sutton qui nous parlent du financement du nazisme en Allemagne, de l'Allemagne nazie donc, qui a été financée, je vous rappelle, par Wall Street. Donc allez voir son excellent bouquin, tout comme la révolution bolchevique et autres. Là, on arrive maintenant à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'émergence de De Gaulle, l'homme charismatique de la France qui a relevé la France, etc. Après, on va parvenir sur des considérations plus pointilleuses. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre maintenant. Il y a le Conseil national de la résistance, il y a le CNR. Le CNR qui, pour nous, en tant que Gilets jaunes, c'est un exemple pour nous de, on va dire, d'alliance populaire entre plusieurs forces idéologiques pour essayer de sortir et relever le pays. Et on le prend très souvent comme exemple aujourd'hui, comme forme de résistance authentique. Quelle est la situation de la France et notamment les liens avec la finance internationale? Quelle est la situation de la France et ses rapports d'opposition avec la finance internationale sous De Gaulle lors des fameuses 30 Glorieuses? Alors, après, pour faire vraiment simple, De Gaulle donc en 1946, en 1936 avec Léon Blum, il y avait eu avec le Front populaire pour calmer justement les classes populaires où il y avait un anti-parlementarisme qui montait fort. On avait mis le Front populaire qui était un peu l'illusion on va s'occuper des problèmes sociaux, de la République inégalitaire, tout ça. Et Léon Blum, il avait nationalisé la Banque de France. En fait, c'était une mesure de façade. De Gaulle, quand il arrive, elle est véritablement nationalisée en 1946. D'accord. Où là, De Gaulle, il explique qu'il faut mettre hors d'atteinte la capacité de nuisance de certaines puissances capitalistes, les puissances d'argent. Donc De Gaulle, il fait quelque chose de bien, entre guillemets, mais il se fait liquider tout de suite après, en 1946. C'est-à-dire, c'est la 4ème République. La 4ème République, c'est exactement les mêmes que la 3ème République. C'est-à-dire, c'est la République des partis, enfin, le régime des partis, comme il l'explique. Sauf que De Gaulle, il revient en 1958 sur un contexte de crise qu'on va pas détailler avec l'affaire algérienne, tout ça. Et en fait, on met De Gaulle comme un petit peu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale pour sauver quelque chose. En tout cas, quelque chose. Il y a des dominants qui le mettent au pouvoir pour sauver quelque chose. Et De Gaulle, il s'aperçoit vite qu'en fait, il faut totalement nationaliser l'émission monétaire. C'est ce qu'il fait. Et donc, il crée le nouveau franc, tout ça. Et il crée le circuit national du trésor. Enfin, ce qu'on va appeler plus tard l'argent. On dira le mécanisme de l'argent du trésor, c'est l'argent gratuit, en fait. Donc, c'est le droit de seigneuriage que je parlais. Le fameux crédit productif? Oui, et puis c'est la capacité de la Banque centrale à prêter la Banque centrale française à prêter à l'État français. À taux zéro. Gratuitement. Alors bien sûr, nos économistes modernes vont dire mais heureusement que ça a plus court parce que c'était une abomination, ça crée de l'inflation, ce qui est faux. Parce que De Gaulle, il arrive en 58, il y a 15% d'inflation, ce qui est énorme. La République, ça allait s'effondrer. Et pendant les mandats de De Gaulle, c'est-à-dire de 58 à 69, le maximum, hormis l'année 58, mais De Gaulle il arrive dans l'année 58, hormis l'année 58, il n'y aura que 6% d'inflation. Mais l'inflation, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation, c'est aussi une manière d'éliminer la dette. Il y a quatre façons de traiter le problème de la dette. Il y a la hausse des recettes. La hausse des recettes budgétaires, c'est ce qu'on nous propose comme unique solution maintenant avec la Banque centrale européenne. Il y a l'annulation, l'annulation totale ou partielle. Il y a la dévaluation, la dévaluation qui permet de manger la dette, une partie de la dette illégitime. Et il y a l'inflation, qui permet de manger cette dette-là. De Gaulle, quand il arrive au pouvoir, il renationalise l'émission monétaire, mais surtout une partie du système bancaire. Surtout une partie du système bancaire privé. C'est-à-dire il y a des grands groupes privés qui sont nationalisés. Oui.
Tu peux nous donner des exemples? Ben, il y a la BNP, il y a le Crédit, Le Crédit Lyonnais, ouais. le Crédit Lyonnais, tous ces gens. Mais par contre, ce que je trouve assez. Bon, de toute façon, il avait sûrement pas le choix, mais il ne nationalise pas tout le système bancaire. Il nationalise qu'une partie. En fait, il crée un concurrent, pour faire simple. Et il impose. Parce que quand vous avez le monopole de l'émission monétaire et que vous avez une partie du système bancaire qui prête à des particuliers, ben, en fait, c'est vous qui faites la loi sur votre système bancaire. Bon, en plus, après De Gaulle, on va peut-être en reparler, c'est qu'il va se mettre à dénoncer l'absurdité du système monétaire international post-Deuxième Guerre mondiale. C'est intéressant, on en vient avec, entre la relation entre De Gaulle et le Bretton Woods. Est-ce que tu peux nous dire deux mots, qu'est-ce que Bretton Woods? À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'on a appelé le dollar as good as gold, c'est-à-dire le dollar équivaut à l'or. Donc vous aviez un dollar, enfin, j'exagère, mais vous aviez un dollar, il avait une parité en or. Ça, c'est 1944. Donc ça a entraîné quoi? Ça a entraîné que les Américains, ils se sont endettés sur le dos du monde et que la balance commerciale américaine était déséquilibrée, et c'est ce qu'on appelle le déficit sans pleurs. C'est-à-dire les Américains, ils faisaient payer leurs dettes aux autres pays, puisqu'en fait, ils avaient la capacité d'émettre une monnaie papier qui, en fait, de fait, les gens se sont aperçus qu'il n'y avait pas un lien entre ce qu'ils imprimaient et l'or qu'ils avaient en réserve. Les Américains, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont les 2/3 des stocks d'or du monde. Donc c'est pour ça qu'on les avait, enfin, que les accords internationaux, ils ont réussi à se faire passer pour les banquiers centraux du monde, en fait. Même s'il y a eu Keynes qui a essayé d'imposer son banque or, oui, qui reviendra peut-être bientôt, mais il a perdu, et ça a été le dollar as good as gold. Donc De Gaulle, progressivement, il a commencé à dénoncer ça. Déjà, il a commencé à récupérer les stocks d'or qui étaient dans la réserve fédérale américaine, ce que les Américains ont moyennement apprécié. Et en fait, il a commencé à réclamer les surplus financiers que la France avait, et il a commencé à demander les conversions, les conversions en or, en fait, vraiment pour faire simple. Donc les Américains, ils ont vu ce mouvement enclenché par De Gaulle. Les Allemands ont commencé, les Allemands qui sont nettement, c'est la nation humiliée par la puissance anglo-saxonne, qui sont largement plus dociles que les Français à l'époque, mais les Allemands ont commencé à réfléchir à ce que faisait De Gaulle et à se dire, bah attends, nous aussi on va peut-être demander le change de nos dollars en or. Donc c'est sa fameuse conférence de 1967 où il décrit ce système et où il explique que les États-Unis sont en train, en gros, de s'endetter au détriment du monde entier, et qu'il faudrait peut-être repenser le système monétaire international. Donc il parle que l'or, pour lui, l'or serait un bon standard, oui, une bonne référence, parce qu'elle est émise par personne. Donc après, on pourra reparler du standard or tout à l'heure. Alors du coup, on arrive évidemment à la chute de De Gaulle en France, et donc la France, l'oligarchie s'empare officiellement, on va dire, du pays via Pompidou, qui est un agent Rothschild. Est-ce que tu peux nous dire un mot, parce que là on arrive à la loi de 73. Alors vite fait, un petit mot quenelle, c'est comme ça que j'aime le dire, une petite quenelle qu'on va essayer de glisser. Mai 68, première révolution colorée en France? Clairement, oui. C'est clairement une révolution colorée. Après, pour revenir vite fait sur la conférence de 1967, on voit que De Gaulle, il fait 2 crimes de lèse-majesté. Il dénonce le système monétaire international, c'est-à-dire le dollar as good as gold, au profit de l'oligarchie financière américaine ou anglo-américaine, parce qu'il y a le marché des euro-dollars, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui profitait aussi d'une certaine manière à une Grande-Bretagne qui était au fond du trou, pour faire simple. Et en plus, à cette fameuse conférence, il parle d'Israël, il parle de la guerre des 6 jours. Donc il commet 2 crimes de lèse-majesté, où je ne sais pas s'il fait un lien inconscient ou conscient, où il explique que la guerre ou l'État d'Israël s'est construit sur des motifs plus ou moins légitimes, et c'est sa fameuse phrase, un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. Et on voit que quelques mois après, il est dégommé par, on pourrait le dire, des agents, notamment Cohn-Bendit, des agents soit américains qui
Ça sent l'OTAN, hein, le stand behind, etc. La Gladio, tu vois. Et il faut comprendre aussi que De Gaulle, il était dans un compromis. C'est-à-dire que c'était pas quelqu'un, même s'ils à l'époque ils en ont fait De Gaulle à dictateur et tout, De Gaulle il ne faisait que composer, comme le faisait Bonaparte et comme le fait d'ailleurs Poutine en Russie. C'était quelqu'un qui composait avec ce qu'on pourrait appeler une cinquième colonne ou des réseaux d'affaires. Et on voit que De Gaulle, il a été... En plus, c'est quelqu'un qui avait quand même une certaine, comment dire, une certaine éthique. Il a quand même fait un référendum pour dire si vous voulez que je parte, je reste. Il a presque failli gagner, mais il a été carrément mis de côté par une certaine puissance. Lui, il dit, les médias étaient contre De Gaulle. À l'époque, toute la mandature de De Gaulle, les médias, ils disaient les journaux français. Ça me rappelle Charlie Hebdo. N'est-ce pas, Charlie? Bah oui, Charles, en fait. L'histoire de Charlie Hebdo, c'est ça, c'est une caricature de Gaulle. C'est assez exceptionnel, hein, tout ça, évidemment sous couvert de liberté d'expression, comme d'habitude. Alors voilà, c'était une petite digression rapide. Là, maintenant, on en vient à 1973. Donc De Gaulle est parti. Pompidou est au pouvoir. Pompidou, ancien directeur adjoint, tu me confirmes qu'il était bien ancien directeur adjoint de la banque Rothschild. Ça me fait penser à Macron, ça me fait penser à... Il n'y a pas que Pompidou, il y a aussi son ministre des Finances qui est toujours en vie, qui a été président, qui était le premier Macron, dont le neveu ou le fils travaillera chez Rothschild. Magnifique. Donc c'est une bonne... Bon, après c'est la perte du droit de seigneuriage, du droit de seigneuriage français, en fait, du monopole de l'émission monétaire, soi-disant que c'était plus... comment dire, moins coûteux d'emprunter sur les marchés. Et donc de fait de donner les avantages et le privilège de l'émission monétaire française au marché privé. Mais ça, alors je fais vraiment une digression pour revenir à la création de la Banque de France. Ça c'est Molien, le ministre du budget ou des finances de Napoléon, qui avait bien expliqué que c'était étrange de laisser l'émission monétaire à des banquiers privés, alors qu'en fait ça coûte rien à l'État, vraiment pour faire simple, d'imprimer sa monnaie. Donc 1973, qui sera plus tard, la loi Pompidou-Rothschild, qui sera plus tard reprise par les traités européens, qui empêchent la Banque centrale de financer directement l'État, de prêter à taux zéro, c'est la mainmise du pouvoir financier sur la France. Et comme par hasard, c'est à la même période qu'on voit des budgets en déséquilibre se voter. C'est-à-dire encore qu'on aille emprunter sur les marchés, bon c'est pas bien, mais c'est en 1974 ou 1975, c'est la première année où le Parlement vote des budgets en déséquilibre, c'est-à-dire qu'on crée la dette en fait. D'accord, donc là, naissance, on va dire, de la dette publique française, enfin naissance moderne, hein, bien entendu. Là maintenant, voilà, il fallait cette explication historique pour que les Françaises et Françaises et les Gilets jaunes comprennent le contexte de la dette publique actuelle. C'est là où je veux en venir, évidemment. Donc depuis 1973 et surtout 1979 et encore mieux les accords de Maastricht en 92, et puis on arrive à 2005 avec un autre, on va dire un agent de l'OTAN, hein, M. Sarkozy n'est autre qu'un agent de l'OTAN, un agent américain, passe en force. Voilà, déni de démocratie contre le référendum, traité de Lisbonne, donc 2005, article 123 du traité de Lisbonne, les amis. Et là, on arrive, évidemment, dans la continuité de la dette. On continue. Alors, tu sais, maintenant, là, on arrive là au contexte actuel des Gilets jaunes. Après ce magnifique récit historique. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions dans le chat. On va essayer de se faire un petit question-réponse à la fin. Aujourd'hui, on fait le constat qu'on est à 2400 milliards d'euros de dette, et encore ça c'est la dette publique, compte pas la dette des entreprises. Oui, hors bilan, tout ça, il y a le hors bilan, je crois qu'il y a 4 milliards, la dette des entreprises c'est 7000 milliards, donc c'est catastrophique, chaotique. Comment se sortir de la dette? Là, nous ce qu'on constate c'est qu'il y a toujours la mainmise de la puissance oligarchique et financière. Rapidement, là on est sous un gouvernement typiquement bancaire. Un mot sur Emmanuel Macron, agent Rothschild, clairement, il ne s'en cache pas. On n'est pas dans le conspirationnisme, on est dans des faits avérés, tout comme l'était Pompidou. Voilà, Rothschild, on a l'impression que Rothschild est une banque, une pouponnière politique, une pouponnière d'agents, puisqu'on a Guillaume Anézo, on a eu par exemple le cas de Mathieu Pigasse avec la banque Lazare, qui aurait pu être président. De ce qu'on a su, on a fait une petite enquête historique. Et lui aussi, il voulait faire une sorte de l'harem bis, tu vois. Enfin, finalement, là aujourd'hui, il se cache même plus qu'on n'a plus rien comme politique. Là, ce ne sont que des valets serviles de la banque. Et aujourd'hui, dans le contexte Macron, apparition donc du mouvement des Gilets jaunes, légitime, colère légitime,
populaire. Aujourd'hui, on arrive à un slogan qui, pour nous, est légitime. Finalement, le problème des problèmes, c'est la dette publique, parce que sans la dette publique, peut-être qu'on donnerait de l'argent à nos urgentistes, à nos pompiers, à nos hôpitaux en crise, etc. On aurait peut-être une économie qui marcherait normalement, avec du crédit productif, comme faisait De Gaulle à l'époque. Crédit productif, renationalisation de la Banque de France, la renationaliser. Donc tout ça sont des revendications légitimes. Cher ami, aujourd'hui, que dire sur la dette? Que penses-tu de la dette publique illégitime? Comment la chasser? Voilà, est-ce que tu peux nous éclairer sur cette question-là? Je ne vais pas faire une réponse très originale, je pense que tu le sais. Le seul moyen de lutter contre la dette, déjà, c'est la souveraineté monétaire. C'est reprendre le contrôle du seul marqueur de souveraineté valable qui fait la souveraineté, qui fait qu'on est souverain ou qu'on n'est pas souverain, c'est la monnaie. Donc, alors après, il y a plusieurs méthodes. On pourrait penser, si on a vraiment un pouvoir, comment dire, souverainiste en France, on pourrait très bien le faire de différentes manières. Alors j'ai parlé de l'inflation, de la dévaluation, tout ça, mais même avant, on pourrait très bien penser, on est dans un système, l'Union Européenne, qui ne voudra pas nous lâcher. C'est pas si évident que ça de sortir de l'Union Européenne, même s'il y a des articles que certains politiques pensent qu'on peut sortir. On voit bien, bon après le Brexit c'est particulier, mais parce que l'Angleterre ne faisait pas partie de la zone euro, même si elle finançait la Banque centrale européenne, c'est particulier le cas de l'Angleterre. Mais il y a différents types, pardon, on pourrait penser, ce que j'ai cru, ce qu'allait faire Matteo Salvini en Italie avec ses mini-bots, j'ai cru qu'il allait... On pourrait très bien rester dans l'Union Européenne, rester avec la Banque Centrale Européenne, au tout début je parle, et creuser les déficits et la forcer à nous prêter gratuitement, ce qui est interdit dans les statuts de la Banque Centrale Européenne. Mais on pourrait creuser les déficits, c'est-à-dire nous, on continue les déficits jusqu'à qu'en fait le système explose et que ça soit eux qui nous éjectent. Et si, on le sait très bien, si la France est éjectée de la zone euro est morte. Parce que s'il n'y a pas la France, l'Union Européenne, elle est détruite. Donc pas de moratoire sur la dette sans une sortie de l'Union Européenne. C'est une évidence, on est d'accord là-dessus. Après le moratoire sur la dette, ce que les Gilets jaunes constituants font et ce qui est primordial, ce que je crois comprendre, c'est mettre la pression sur nos élus politiques, leur faire comprendre que le problème, en fait, comme disait Raffarin, vous savez, les élections maintenant, c'est la volonté des prêteurs et des électeurs. En système démocratique, non, en théorie la politique c'est la volonté des électeurs, pas de ceux qui nous prêtent. Le moratoire sur la dette, il est important dans le sens où vous pouvez, les gilets jaunes constituants, par l'éducation et par des actions symboliques, peuvent faire comprendre que l'enjeu principal c'est la dette, c'est-à-dire des gens qui nous imposent des mesures politiques, un programme politique, un projet politique, par la légitimation d'une dette qui, elle, par certains aspects, n'est pas du tout légitime. Donc, faire pression sur nos élus, nos députés, les élus locaux, leur dire l'enjeu principal c'est la dette, pour comment dire, éradiquer les 2/3 du problème, pour reprendre la souveraineté, mettre cette pression là sur les élus locaux. Le moratoire de la dette, il est légitime de prime abord pour ça. Et après, ensuite, évidemment, si l'Union Européenne, quitter l'Union Européenne, c'est pour moi indispensable. L'évidence. Évident, revenir à une souveraineté qui peut prévoir une coopération bilatérale ou même multilatérale avec certains pays qui nous ressemblent. Je pense à l'Italie où on a des politiques qui pourraient s'assembler, même ça il n'y a pas de souci. Mais par contre, évidemment qu'il faut quitter l'Union Européenne. Par contre, moi je serais pour faire que l'Union Européenne nous exclue. C'est-à-dire que ne pas porter le poids moral parce que c'est largement possible en fait d'avoir un politique qui entre guillemets fait semblant, ce que j'ai cru, comme je t'ai dit avec Salvini. Bon, après depuis j'ai vu que Salvini était lié, il a une inclinaison particulière envers un certain projet. Mais j'ai cru que Salvini allait continuer à augmenter le déficit public italien, que Moscovici lui disait absolument de faire attention, et qu'avec les mini-bots il allait court-circuiter d'une certaine manière pour les entreprises, les ménages. En plus il a été viré, mais j'ai cru que ça allait faire ça, et on pourrait le faire quand même. Un pouvoir politique qui pense au peuple, même si c'est compliqué parce que l'élection, tu le sais, fait qu'il y a des agents d'influence qui font que nos politiques ne sont pas maîtres de tous leurs actes. Donc, comme j'en parle dans le livre, quand on défend plus ou moins le peuple, il peut arriver des problèmes.
Alors justement, concernant ça, bah nous, notre projet, si tu veux, évidemment, le moratoire sur la dette ne serait qu'un outil. La finalité finalement des Gilets jaunes, c'est surtout, maintenant aujourd'hui, hein, même si on est loin du 15 du mois, le frigo vide, la taxe sur le carburant qui était on va dire le préalable de la naissance des Gilets jaunes, en tout cas beaucoup d'entre nous au jour d'aujourd'hui, on souhaiterait évidemment la chute de l'oligarchie, la chute du gouvernement Macron, ça va de soi. Et je dirais, pour arriver à tout ça, on ne peut pas, nous, concevoir la finalité du moratoire sur la dette si on ne reprend pas le pouvoir. Donc reprendre le pouvoir, c'est évidemment mettre fin à l'oligarchie. Par quoi? Changer la Constitution. Bon, il y a plusieurs projets. Mettre un gouvernement de transition, faire chuter l'oligarchie par l'article 68 qui destituera le président, et in fine, pendant les 2 mois, donc selon ce que nous dit l'article 7, c'est-à-dire c'est le président du Sénat qui reprend le pouvoir pendant 2 mois, officiellement. Donc on mettrait une telle pression sur le président du Sénat qu'il, si on l'espère dans le meilleur des mondes, laisserait place à un référendum pour abolir partiellement le système, mettre un gouvernement de transition en place qui sera plébiscité par le peuple. C'est notre projet, c'est le projet des constituants et de beaucoup d'autres associations ou groupes de gilets jaunes d'ailleurs. Et là, pour le coup, le moratoire, si on ne le réussit pas avec la 5ème République, parce que bon, on sait que c'est un système de toute façon qui est en fin de vie, là on pourrait le réussir totalement en sortant de l'Union Européenne, de l'OTAN, etc. Et nous reprendrons le contrôle sur nos finances par des comités tirés au sort, etc. Enfin, il y a plein de... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, pour nous c'est tout ça. Mais surtout, pour sortir de la dette, clairement, c'est, je dirais, s'unir sur des bases communes, essayer de nous rencontrer les uns et les autres, finaliser un dossier ensemble, essayer de le présenter à ce qui nous sert d'élus, bien évidemment, parce qu'en fait pour nous ce ne sont que des valets serviles du système, et essayer de leur mettre une pression telle qu'ils lanceront une commission parlementaire d'enquête sur la dette pour réagir très vite. Et ça, évidemment, ça ira contre leurs intérêts, mais il faut les forcer à un moment donné. Donc c'est la pression populaire qui va jouer. Et nous, on espère en tout cas que l'ensemble des Gilets jaunes, l'ensemble des opposants au système, qu'ils soient dissidents ou autres, ou même opposants politiques, on s'en fout, mais qu'il y a le bon sens qui revient dans le peuple français pour aller de l'avant et en terminer avec cette dette illégitime qui est en train de nous polluer. Et évidemment, notre adhésion à l'Union Européenne, dont il faut sortir, de l'OTAN, etc., du FMI. D'ailleurs, un petit raccourci, enfin, on va laisser la dette là quelques secondes. Je voulais revenir en fait sur une institution que tu fais mention dans ton livre, parce que je pense qu'elle joue un rôle important. Il y en a 2 pour moi. Le Fonds monétaire international, le FMI, dont Christine Lagarde, une Française, donc une oligarque française, a tenu tête. Et puis, bien entendu, la Banque des règlements internationaux. On n'en a pas parlé. Est-ce que ça serait la banque des banques? Est-ce que ça serait l'institution des institutions? La BRI, c'est la banque centrale des banques centrales. Et bon, après, il faudra ceux qui s'intéressent à ça, il faudra qu'ils lisent le livre. Mais même, je crois que c'est Carole Quigley qui en parle, ou même les livres de Saint-Onge en parlent brièvement. C'est donc la banque centrale des banques centrales, et elle a permis d'abord le refinancement de l'Allemagne, alors que l'Allemagne c'était le pays le plus endetté du monde en 1918. Et le Fonds monétaire international, il va avoir un rôle à jouer là très, très rapidement quand il va y avoir l'effondrement du dollar. Il est planifié. Tous les experts le prédisent. Trump va gesticuler, il va essayer de faire quelque chose, mais là tu parles de la dette publique, la dette américaine a encore explosé. Le monde est à 250 000 milliards de dollars. 250 000 milliards de dollars si on prend toutes les économies, toutes les dettes réunies? Les dettes publiques. Les dettes publiques seulement. Non, tu as raison, toutes les dettes. Et les Américains, la dette publique américaine, c'est 10%. C'est 10% des 250 000 milliards de dollars. Donc c'est 3,2 fois le PIB mondial, 250 000 milliards de dollars. Donc en fait, la dette, le système, il va exploser ou imploser, et le FMI, il a de manière certaine un rôle à jouer dans l'effondrement du dollar. Je pense qu'on va voir le système des DTS, c'est-à-dire des droits de tirage spéciaux. On a parlé de De Gaulle, mais on n'a pas parlé du FMI, mais les droits de tirage spéciaux qui étaient un peu le système que j'ai parlé brièvement Mikens avec le Bancor, qui était un panier de monnaie en fait pour sortir du standard dollar. Bon, maintenant, on n'a pas parlé du système d'échange flottant. En ce moment, on est dans le système d'échange flottant, mais en fait, on est dans l'ère du pétrodollar. Et cette ère-là on va bientôt terminer l'ère du pétrodollar, parce que on voit que Trump il se débat, mais l'effondrement du dollar est imminent par rapport à l'économie américaine, par rapport à la tension au Moyen-Orient. Et le FMI va de manière certaine avoir
avoir un rôle important et c'est sûrement lui qui va coordonner le prochain système monétaire international via les DTS et peut-être via l'or. On voit que la Chine a une politique de rachat d'or, même la Russie. Toutes les grandes banques centrales sont en train de racheter de l'or actuellement. Et c'est possible que l'or, accouplé au DTS, joue un rôle sur la mise en place d'un nouveau système monétaire international et d'une monnaie peut-être virtuelle ou numérique. Une monnaie électronique? Une monnaie électronique, mais au départ, l'effondrement du dollar se fera par l'or. C'est-à-dire où on dira l'économie américaine elle est morte et il va y avoir un moment intermédiaire où le FMI via les DTS adossés à l'or et via la Chine, parce que la Chine est un des grands pays qui acquiert de l'or. Il va y avoir un moment où le FMI va être l'institution centrale dans la mise en place du nouvel ordre mondial monétaire, entre guillemets. Bon, après, on ne sait pas si ce sera, comme dit Jacques Attali, avant ou après la guerre. Oui, parce que quand Jacques Attali dit, en général, ça se fait. Hein. Tu vois, bon, pas tout le temps, des fois il se trompe. Une sorte de Nostradamus moderne, oui, tu oui. vois, voilà. En tout cas, il définit généralement assez bien les projets. Les projets de ses maîtres. Les projets de ses maîtres, oui, tout à fait. Venir. Alors, aujourd'hui, avec toutes ces questions, nous, la question qu'on se pose, on essaie de mettre en lumière les oligarques français. Hein. Là, je ne parle pas des oligarques internationaux, qui eux sont un cran au-dessus, mais en France, on essaie de voir qui sont les valets serviles et qui tirent les ficelles. Aujourd'hui, d'après toi, qui tire les ficelles en France? Qui sont réellement les oligarques? Bon, nous, on a nos idées, on pourra échanger après, mais pour toi, ton opinion? Alors, moi, ça dépend ce qu'on entend par France. Moi, je pense que la région France du nouvel ordre mondial. La finance française, est-ce qu'elle existe encore? C'est-à-dire la finance composée de Français, est-ce qu'elle existe encore? J'en doute. Je pense que la France est devenue un vassal de la finance anglo-américaine. On le voit avec l'affaire BlackRock actuellement, qui c'est compliqué pour Macron de ce point de vue-là. Mais bon, déjà BlackRock, premier gestionnaire d'actifs, asset management. Désolé les amis, c'est rien. Ça arrive. Premier gestionnaire d'actifs avec Vanguard Group. Mais moi je pense que la France, en vérité, la France elle est en train d'être, comment dire, on est en train de se désintégrer. Je parle au niveau des structures politiques. Au niveau des structures politiques, on est en train de se désintégrer et les gens qui nous gouvernent, ce sont déjà plus des gens qui ont une assise française. Alors après, bien sûr, on va citer des grands capitaines d'industrie, les Arnaud, les Bolloré. Qui sont des plutocrates, mais au service finalement des employés. Voilà, sont des employés. Parce que comme tu l'as dit, ou on en a peut-être parlé dans une conversation privée, les véritables détenteurs de capitaux, on ne les connaît pas. C'est pas des gens qui ont pignon sur rue, on connaît très peu de monde. On parle de Lazare, on parle de Bernard Mourad, de Mathieu Pigasse, des employés. Qui sont des exécutants finalement des oligarques mondialistes que sont la finance anglo-saxonne. Donc nous, là, pour le coup, nous on repère deux personnes. On a repéré deux personnages qui jouent un rôle clé. Alors ce ne sont pas pour nous des oligarques mondiaux, mais des oligarques français. En fait, on leur donne le statut d'oligarque, mais en France. Pas dans le monde. Pour nous, il y a Henri de Castries. Ah oui, et Michel Pébreau. Parce que Henri de Castries, président du groupe Bilderberg, c'est pas rien. C'est comme un sacré club mondialiste, reconnu dans le monde entier par les oligarques, un entre-soi oligarchique. Tout le monde sait que quand tu passes à Bilderberg, tu as un rôle à jouer après dans la politique locale de ton pays. Dixit Macron, Dixit Édouard Philippe aussi, Dixit Christine Lagarde, Thierry Breton, Thierry de Montbrial, etc. Voilà, donc. Thibaut de Montbrial alors, non, Thierry de Montbrial, pas Thibaut de Montbrial. Bon, lui, pas en politique, mais sur beaucoup d'autres choses, mais on va pas rentrer dans les détails, c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, voilà, l'exemple le plus récent, Macron et Philippe. Voilà, les deux étant passés à Bilderberg. D'ailleurs, parrainé par le couple Kravis, KKR, qui est un fonds mondial, pareil, classé avec BlackRock, Vanguard, etc. Donc pour nous, en fait, ces deux-là, Michel Pébreau, ancien PDG de BNP Paribas, certains disent même qu'il est très proche des Rothschild, enfin là ça reste à prouver, etc. Pour nous, ces deux personnes jouent un rôle fondamental dans le rouage oligarchique entre la France et le monde anglo-saxon. On les retrouve partout, au Club Le Siècle, on les retrouve au Club des juristes, Club Le Siècle, Club... qu'est-ce qu'on a encore? On les retrouve à la Trilatérale, enfin, à un moment donné, alors on a aussi Jean-Claude Trichet, on a Pascal Lamy, Thierry Breton, donc on sait que tout cela, en fait, c'est eux qui dirigent réellement le pays, parce qu'ils reçoivent des ordres, effectivement, de leurs oligarques. Et donc, finalement, les plutocrates, comme capitaine d'industrie, comme tu dis, Xavier Niel, Patrick Drahi,
Tout ça en fait, Milliardaire et crédit. voilà. Finalement, nous on les qualifie d'oligarques locaux, mais pas mondiaux. Mais par contre, ils jouent un rôle important pour l'idéologie du relais. Si on prend le cas de Bernard Arnault, qui est quand même la première fortune du monde, maintenant passé quand même devant Jeff Bezos, c'est pas rien. Donc on regarde le côté plutocratique, mais nous ce qui nous intéresse c'est les forces de réseau. Et dans les forces de réseau, Henri de Castries, on n'a pas trouvé mieux à l'heure actuelle que lui et Michel Pébreau. Donc pour nous, ces deux-là jouent un rôle très important. On va essayer de le mettre un petit peu, on essaie de le mettre en lumière de temps à autre. Mais c'est très compliqué parce qu'on est en train d'essayer de créer une carte oligarchique en France, mais il brouille tellement les pistes et ça change tellement ouais, je pense que ça change. Que tu vois, voilà, c'est très compliqué. Quand vous en trouvez un, c'est possible qu'il y en ait un qui accède aussi à... Voilà. Quand on met un peu trop la lumière sur certains, ils repassent dans l'ombre et il y en a d'autres qui sortent. Et après, tu as les valets serviles idéologues comme évidemment Alain Minc ou Attali, etc. Mais ce ne sont pas des oligarques qui jouent le rouage en fait. Et on est d'accord, cher ami, qu'aujourd'hui, c'est ni Macron, ni Philippe, ni son gouvernement, et encore moins l'Assemblée nationale et le Sénat, qui dirigent notre pays. Ils ne sont que de simples exécutants, de simples valets. Tout à fait. On a bien compris que c'est le siècle qui gouverne la France, on a bien compris que c'était les forces de réseau qui prenaient leurs ordres de Bilderberg. Après, via aussi l'Union Européenne, parce que voilà, non à Thierry Breton. Il y a des spécialistes de l'Union Européenne. Mais en fait, on voit par exemple que BlackRock a une activité de lobbying énorme. On sait que BlackRock, ils ont dépensé des millions dans le lobbying à Bruxelles, que c'est des firmes. Parce que BlackRock, c'est un gestionnaire d'actifs. C'est-à-dire que c'est pas une banque, c'est pas le secteur bancaire traditionnel. Après la crise de 2008, il y a une régulation qui est censée avoir eu lieu. BlackRock, il passe hors les radars de BlackRock, The Vanguard Group, qui sont en fait un duopole. Ils ont des parts l'un dans l'autre, on en parlait. C'est ça. On les retrouve partout. Toutes les entreprises du CAC 40 français, il y a soit BlackRock, soit Vanguard. C'est assez impressionnant. Et aussi américaine. BlackRock possède JP Morgan, Citigroup, The Vanguard Group, c'est l'actionnaire, le premier actionnaire de Goldman Sachs. Donc on peut voir que il y a des combinaisons et on voit qu'en fait nos politiques ils sont sous l'influence de milieux d'argent et on leur dit tu fais ce que tu dois faire, sinon ta carrière elle est terminée. Ou pire, je pense que voilà, après les vrais dirigeants, c'est maintenant les dirigeants et les grands banquiers centraux, parce que on peut banquiers centraux ou hauts fonctionnaires européens par exemple, parce que quand on voit que Barroso il repart à Goldman Sachs, quelqu'un qui est très peu connu en France qui s'appelle Stanley Fischer. Stanley Fischer, c'est l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Israël qui est passé par Citigroup, qui est passé vice-président de la Réserve fédérale jusqu'en 2017. Il a quitté la Réserve fédérale en 2017, soi-disant en désaccord avec la politique de Trump pour aller où? Stanley Fischer, chez BlackRock. Il est conseiller du centre recherche chez BlackRock. Donc on voit qu'il y a des entités. Bon, c'était Goldman Sachs il y a 10 ans. Goldman Sachs était le principal pourvoyeur de responsables politiques européens. Mario Monti, Mario Draghi, puis d'autres. Peter Sutherland, j'en parle plein de gens qui venaient de Goldman Sachs. Là, on voit que BlackRock qui passe sous les radars, c'est-à-dire que c'est un gestionnaire d'actifs qui n'a pas de fonds propres parce que c'est pas une banque. Donc c'est beaucoup plus dangereux si le jour où déjà BlackRock, comme ils ont 6 000 milliards, ils gèrent 6 000 milliards de dollars, ils peuvent influencer des marchés à eux seuls, on va dire. Donc ces gens-là, ils peuvent écrouler une économie du jour au lendemain. Ça veut dire que si demain on met en place un tribunal populaire issu d'un nouvel gouvernement de transition, quelqu'un comme Jean-François Cirelli, qui est président de BlackRock France, tribunal populaire lui. Oui, haute trahison du peuple français, haute trahison vis-à-vis de la nation et son avenir économique. On voit bien ces liens. Moi, ce qui m'a choqué, si on peut revenir vite fait sur une image, en juillet 2019, il l'avait déjà fait en 2017, Macron, bon jeu de mots, il se retrouve à l'Elysée, dans la plus grande salle de l'Elysée, et il a qui avec lui, en réunion? Laurence Fink, donc le grand patron de BlackRock Mondial, PDG de BlackRock Mondial, Jean-François Cirelli, bon les valets serviles avec lui, Paul Kravis, donc le couple Kravis, qu'on retrouve à Bilderberg d'ailleurs, qui donc sont PDG du fonds KKR, et d'autres fonds, là, on n'a pas relevé mais en tout cas on a les principaux. Cette image-là, elle est forte quand même. Soi-disant, notre président qui représente nos intérêts est en fait un valet servile de ces gens-là. Il est convié à la grande salle de l'Élysée pour préparer évidemment la réforme des retraites et toutes les privatisations. Mais tu as complètement raison, mais en fait on voit que Macron, en fait, il ne fait que rendre l'appareil à ces organismes. Et on va dire, allez, il fait un peu preuve de patriotisme.
Macron, il a été soutenu par qui en 2017? Claude Bébéar, le fondateur d'AXA. De l'Institut, alors président de l'Institut Montaigne, et a été présent à Bilderberg. En plus, et en fait, le système, la réforme du système des retraites, en plus d'entraîner une baisse une baisse importante des pensions en général, c'est l'ouverture du système de capitalisation privée. Ça va profiter à BlackRock, même si Bruno Le Maire dit BlackRock c'est pas un fonds de pension, mais BlackRock, 66% des actifs de BlackRock c'est des retraites. La directrice du centre de recherche de BlackRock, qui s'appelle Matteo Silago, elle dit qu'elle gère la retraite des pompiers de New York ou des instituteurs du Texas. Donc Bruno Le Maire qui nous dit mais non, c'est pas fait pour BlackRock. Déjà, si vous allez sur le site de BlackRock, il y a un rapport de 2017 qui dit, entre guillemets, des préconisations pour pouvoir ouvrir le marché de la retraite, ce qui est encore actuellement impossible, puisque actuellement c'est l'assurance vieillesse qui gère les retraites en France, c'est le public. Aucune entreprise ne peut proposer un produit de retraite en France. Tout à fait. Et en plus, la directrice que j'ai parlé, la Matteo Silago du centre de recherche de BlackRock, elle a dit lors de l'élection de Macron, c'est le moment ou jamais de faire ce que la France n'a jamais réussi à faire. En gros, en fait, la destruction du système social français, de protection et certains diront d'avantage d'une grande partie de population. Ce pourquoi Macron a été Macron, comme tu l'as dit, je crois, Macron il a été élu. Moi, j'en parle dans mon chapitre brièvement sur Macron, le golem financier. Il a été élu par les puissants d'argent. Il est là pour rendre des comptes, pas au peuple français, par les gens qui l'ont élu. Et puis, on n'en parle pas, mais il y a l'affaire Alstom. Il a rendu service à General Electric. Qui est un crime de haute trahison. Selon l'article 68, il devrait être destitué pour l'affaire Alstom. Vous parlez de la destitution. Trump, il va avoir un procès en destitution. Nous, en France, on pourrait éventuellement, si on avait des vrais contre-pouvoirs, ce qui n'existe pas en France, éventuellement faire un dossier pour un procès en destitution de Macron. Ça n'arrivera pas, mais on voit bien que Macron il rend service à des puissances d'argent. Et par contre, je ne sais pas où ça va le mener, parce que l'affaire BlackRock, c'est rocher noir. Il est quand même en train de se fracasser dessus. Il y a une grande partie, vous les gilets jaunes constituants, vous jouez des rôles, mais il y a une grande partie même de l'opinion publique qui voit qu'il y a un problème avec la remise de la Légion d'honneur. C'est Jean-François Cirelli. La remise aux représentants en France, c'est presque un bras d'honneur fait avec les gilets jaunes, la réforme de retraite. Il y a une grande partie des gens qui sont en train de se révolter. Petit aparté, Jean-François Cirelli, on le retrouve dans tous les groupes de pression. Dans tous les think tanks entre guillemets. Jean-François Cirelli, c'est le CAP 22. C'est la fameuse réunion des 30 experts qui doivent essayer de statuer pour réfléchir à une économie de 30 milliards. Donc privatisation à outrance, etc. On le retrouve là. On le retrouve à Bilderberg. On le retrouve au siècle. Jean-François Cirelli, on le retrouve au Club des 100, la fameuse haute gastronomie. C'est assez extraordinaire finalement. Encore les mêmes. C'est toujours ce milieu de l'entre-soi oligarchique. On les retrouve partout. Alors, maintenant qu'on a fait un petit peu donc le tour, on a donc revu l'histoire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours de la création monétaire. Là, on est à l'ère moderne. Maintenant, quelles seraient les alternatives pour toi, pour qu'on sorte de ce marasme ambiant? Tu parles notamment dans ton livre, dans ton ouvrage. Alors, on va le remontrer vite fait. Donc voilà, à notre public. Donc, dans ton ouvrage, il y a un moment donné, à la fin, tout à la fin, tu parles du retour au standard argent. Est-ce que ça serait une alternative viable? Oui, je pense que, pour ma part, le standard argent, c'est une alternative à deux dimensions. C'est-à-dire, le standard argent, c'est une alternative déjà au niveau politique, au niveau géopolitique. Je pense que c'est le bon standard parce qu'il est 10 à 15 fois plus abondant que l'or, donc il est difficilement monopolisable. Donc il faudrait revenir en fait à un bimétallisme ou même à un standard argent unique. Mais moi, je serais plus pour revenir au bimétallisme. Et en plus, l'argent, contrairement actuellement, on nous vend beaucoup les monnaies numériques. Le Bitcoin, investissez dans le Bitcoin ou le Zincoin pour ceux qui connaissent, ou des monnaies numériques qui soi-disant vont vous offrir la liberté financière. C'est une arnaque totale le Zincoin, hein, pour moi en tout cas. Mais le Bitcoin aussi. Moi, évidemment, ça c'est encore pire le Bitcoin. C'est développé, en fait c'est la NSA derrière les systèmes d'achat. Bon, on va pas faire un sujet sur le Bitcoin, on pourra en reparler peut-être un autre jour, mais concrètement, ceux qui veulent entre guillemets, se mettre à l'abri peut-être d'un effondrement, moi je crois pas au reset, hein. Je ne crois pas qu'il va y avoir du jour au lendemain un effondrement total. Il va y avoir
il va Par y avoir étape. par étape, et on va pressuriser de plus en plus les gens qui travaillent, en fait, les travailleurs. Donc, moi, ce que je pourrais éventuellement conseiller, parce qu'il va quand même y avoir l'effondrement du dollar, et il va forcément y avoir une fenêtre où il va pouvoir se passer des choses politiques. Ça s'est vu à travers l'histoire avec la Révolution, Napoléon, tout ça. Même De Gaulle avec le CNR, on peut en parler tout à l'heure. Moi, je conseille aux gens, si vous avez, ça ne demande pas énormément d'argent, de liquidité, c'est d'acheter des pièces de monnaie d'argent, en argent. C'est pas forcément des lingots. Si vous avez des moyens, acheter des lingots pour vous mettre à l'abri, pour on va dire sortir votre épargne du système financier. Mais moi, je vous conseille d'acheter des petites pièces de monnaie en argent de la période du Premier Empire au Second Empire, parce que ça évite les contrefaçons. La teneur en argent est assez importante. Alors là, on sait que dans des pièces d'argent que du 19e siècle, clairement. Ouais, D'accord. Faut cibler le 19e siècle. Et en fait, ça va vous permettre. Je parle même à des. Je veux dire, même si vous gagnez 1200 € par mois, peut-être essayer de mettre 30 ou 40 € de côté pour acheter des pièces d'argent. Alors on me dit, bah oui, mais moi, il faut que j'aille. Vous ne savez pas forcément où vous adresser pour acheter des pièces d'argent, vous allez sur eBay. eBay, il faut aller sur des vendeurs fiables et vous allez peut-être acheter plus cher quand vous ne connaissez pas, mais acheter des petites pièces de monnaie de la période du Premier Empire, en gros de Napoléon Ier à Napoléon III. Même si vous achetez une pièce 10 € ou 12 €, ça vous permet d'avoir des liquidités physiques. Le jour où il y a un problème, un effondrement, elles seront facilement écoulables, entre guillemets. Vous pourriez facilement échanger, je dis n'importe quoi, des biens avec ces pièces qui ont une valeur intrinsèque. Et l'argent est sous-évalué actuellement sur les marchés monétaires, et il est sous-évalué. Bon, après, on va pas donner des chiffres, mais si un jour il y a un vrai effondrement économique, l'argent pourrait devenir une porte de sortie, ou en tout cas une porte de survie. D'accord, donc là on précise bien à nos viewers, l'argent métallique. L'argent métallique, oui, le métal argent. Voilà, donc excellent. Donc pour le coup là on a revisité l'histoire de l'Antiquité jusqu'à nos jours sur la création monétaire, sur la domination des oligarques mondiaux et financiers. On a expliqué l'époque moderne et la domination et la problématique BlackRock en terminant donc sur le contexte des Gilets jaunes. Et une éventuelle alternative donc que serait l'achat de pièces d'argent, et en espérant pourquoi pas un niveau étatique plus tard, un retour à l'argent, l'argent métal. Donc c'était énorme, parce qu'il y a beaucoup d'infos là, d'infos. Après, désolé parce que voilà. le livre on a synthétisé vraiment au maximum. C'est une synthèse parce qu'évidemment on va le remontrer. Donc voilà les amis. Donc le règne des marchands du temple, le gouvernement des banquiers, aux éditions KA. Donc voilà. Marc Gabriel Draghi. En tout cas, ça a été passionnant. Donc un petit retour sur l'histoire et une explication de l'ère moderne et des perspectives à venir. Un mot pour la fin. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à nos viewers? Je vais m'adresser principalement aux Gilets jaunes constituants. Je pense qu'il ne faut pas se laisser porter par le marasme ambiant. Ce que vous faites, ça permet de voir peut-être une porte de sortie à notre système qui devient de plus en plus dur. La lutte, on le voit, ceux qui s'attaquent à l'oligarchie, les Gilets jaunes, avec la réforme de retraite, on voit que le pouvoir est en train de se durcir de plus en plus. Les Gilets jaunes constituants et même les Gilets jaunes, c'est-à-dire qui s'attaquent au pouvoir de l'argent, je pense que vous appuyez là où ça fait mal. Et je pense que la porte de sortie, c'est aussi s'en sortir par le travail. C'est-à-dire, quand les gens qui vampirisent les richesses, c'est-à-dire qui détiennent le capital, vont comprendre que le capital n'existe que par le travail. Et que, donc, si les travailleurs commencent à se rebeller fortement, et l'histoire de la France, c'est un peu ça. L'histoire de la France, c'est un peu je dirais pas des révolutions, parce que les révolutions, elles sont souvent manipulées, mais des révoltes. C'est-à-dire, je ne vais pas me laisser faire. On voit avec le mouvement des Gilets jaunes que l'oligarchie financière en France, elle a peut-être pas gagné, et on va peut-être revenir finalement. Enfin, c'est peut-être un vœu pieux, mais il y a une porte peut-être qui s'est entrouverte, et il faut peut-être mettre le pied dedans pour ouvrir définitivement la porte. Très bien.
Très belle phase de conclusion. En tout cas, je tiens à vous remercier à tous et à toutes vous qui nous avez suivis sur le Facebook Live. Merci Wilson. Donc n'hésitez pas, vraiment, je refais encore une fois la promotion de ton livre. Merci Wilson. N'hésitez pas à acheter Le règne des marchands du temple, le gouvernement des banquiers. Moi, j'adore l'image. Elle reflète vraiment tout ce que je pense. Et donc à l'excellente maison d'édition tunisienne KA Édition. Donc voilà, que vous pouvez trouver alors sur internet, évidemment, commander sur internet. Et puis pour ceux qui veulent, qui aiment les librairies, je vous conseille certaines librairies, parce que bon, je peux pas les citer là, certaines librairies donc parisiennes qui distribuent ce livre. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, vous regardez sur internet. Paris, c'est Albourak et Ducan Diffusion. Attendez que tu le dises. Donc voilà, l'édition Albourak. Donc est une librairie du 11e arrondissement, rue Jean-Pierre Timbaud. Voilà les amis, sur ce, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. On va vous laisser et on vous dit à très bientôt.